Salut les Wargamers, c'est Ivy de French War Games Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, lecture et analyse des chasseurs de démons, les chevaliers gris. Mais oui, on va te revoir sur une table de jeu. On est ici sur un codex à part entière, c'est-à-dire que bien que ça soit un chapitre de l'Astartes, celui-ci n'est pas un supplément de codex, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce livre, vous allez pouvoir jouer de façon complètement autonome. L'intégralité des règles a donc été migrée à l'intérieur de celle-ci, ou alors tout simplement appliquée directement au profil, quelque chose de similaire qu'on a vu par exemple avec la Death Guard. Cette armée de Space Marine est la branche spécialisée contre justement les démons, et ça va se traduire par le fait d'être quasiment la meilleure armée de l'Imperium pour aussi bien gérer le psy que tout simplement le mettre dans le cul de son adversaire. On est ici sur un codex qui a présenté deux lectures. La première, ça a été un petit peu un manque d'originalité à la lecture de celui-ci. On est ni plus ni moins que sur une V9isation de la dernière édition mis à jour avec le Psychic Awakening, bien évidemment qui emmène des nouvelles synergies, le fait par exemple de pouvoir supprimer une bulle adverse, de pouvoir réaliser des actions ou alors tout simplement de pouvoir se rendre super OP, des mécanismes qu'on a l'habitude de voir dans cette édition-là, mais qui ne va pas changer l'ADN justement des GK, ce qui ça est très bon, mais qui ne va pas créer non plus d'énormes surprises. On n'est clairement pas sur justement la fraîcheur ou l'échelle de puissance d'un Drukhari qui s'est fait nerf 2 mois après sa sortie, ou de la NEC. Là, on est sur un codex qui va être dans la lignée de ce que savent faire les Space Marines, à savoir être plutôt bon, plutôt tanky, pouvoir balancer entre 10 et 15 mortels par phase de psy, voire parfois plus, et qui va justement aussi s'épanouir au corps à corps. Pour parler un petit peu de la mise en page, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit livre. Maintenant, je trouve que l'ambiance qui en ressort est vraiment bonne, c'est-à-dire qu'on est encore au-delà de ce qu'ils avaient fait sur la dernière édition. Je vous lis juste le début. Eldion baisse les ISO. La détermination des quelques-uns protège toute l'humanité des ténèbres. Ils manient le feu secret qui purifie toute corruption. Leur esprit est fermé à l'orgueil, armé face aux tromperies du démon, et leurs armes consacrées bannissent les cauchemars infernaux qui ont pris forme. Ils sont le dernier présent qui fit l'empereur à l'humanité, un don qu'il est interdit aux humains de connaître. Finalement, la seule doléance que vont avoir les Chevaliers Gris, c'est le fait de ne pas avoir eu justement de refonte au sein de leurs différents kits, si ce n'est Castellan Crow. On est sur des figurines de Game Workshop qui sont donc assez quali, mais quand on voit à quel point les nouveautés vont être flatteurs, c'est-à-dire l'échelle de Primaris, ici, ça va pas être le cas. Même si justement on va être sur des armures assez simples, avec quelques ornements qui vont permettre justement aux peintres débutants d'être un petit peu flattés par leur peinture, c'est assez intéressant puisque même Game Workshop a la lucidité de le dire. Puisque quand on regarde dans l'introduction, on voit que peu de visions sont aussi exaltantes qu'une armée de figurines de chevaliers gris. Peindre les Great Knight peut se faire simplement. Leur surface ouvragée et leurs armures métalliques permettent d'obtenir de bons résultats à l'aide de quelques techniques élémentaires. Avec un effort minimum, il vous sera facile de rassembler un contingent paré au combat qui aura fière allure face à ses ennemis. Et c'est exactement ça. C'est vrai qu'en termes de modélisme, même si lors de l'assemblage, on sent quand même justement que certains volumes vont être assez grossiers, simple sous-couche de lead bleacher, c'est-à-dire d'un métal gris assez foncé, un petit brossage à sec de métal un petit peu plus clair, et derrière un gros Lavin Night Lord, et on va tout de suite avoir justement quelque chose d'assez flatteur qui prend très vite forme au sein du champ de bataille. Pour illustrer maintenant le gameplay des Chevaliers Gris, on va rentrer dans les règles, à savoir les aptitudes de détachement. On va avoir ici 2 degrés, les aptitudes qui sont directement intégrées au datasheet, à la fiche de profil des entrées. On va ensuite avoir des règles qui vont débloquer si les détachements ne sont uniquement constitués que de Chevaliers Gris, c'est ce qu'on va voir. Et après derrière, on verra les notions de marée, de courant, où là pour le coup ça sera réservé et on héritera automatiquement de cette règle si l'intégralité, non pas des détachements, mais de l'armée, a le mot-clé Great Knight. Au niveau des aptitudes donc de détachement, c'est-à-dire que si un détachement constituant votre armée est uniquement composé de figurines Great Knight ou agents de l'Imperium ou neutres, alors les détachements Great Knight gagnent l'aptitude état-major de confrérie. C'est ni plus ni moins une forme de hiérarchisation au sein du chapitre qui vous permet dans un détachement d'avoir au maximum un grand maître et un seul frère capitaine. Et aussi le fait que si jamais vous avez plusieurs détachements et ainsi plusieurs figurines qui vont avoir ces mots-clés-là au sein de ceux-ci, qui vont devoir faire partie de confréries différentes. Les confréries, on le verra tout à l'heure, c'est tout simplement une sous-allégeance qu'on va pouvoir appliquer à un détachement qui va débloquer un stratagème, un sort, ce qui est assez intéressant, et aussi un trait de seigneur de guerre. Les détachements uniquement constitués avec le mot-clé GK vont aussi bénéficier de la règle Aegis, qui vont vous permettre, lorsque vous allez recevoir une blessure mortelle, à n'importe quelle phase, de pouvoir l'annuler sur un 5+, et aussi le fait de pouvoir avoir +1 quand vous êtes de type psycheur et que vous tentez d'abjurer un sort. Et enfin, dernière aptitude débloquée par le fait de jouer un détachement mono, c'est le fait tout simplement pour les unités de type troupe, il y en a 2 types, les strikes et les terminators, d'être super opérationnels, c'est-à-dire de prendre un objectif, quel que soit le nombre de figurines adverses si ceux-ci ne disposent pas de cette règle. Ensuite, on passe
s'attache vraiment aux aptitudes qui vont être présentes sur le datasheet. On va avoir ici par exemple Chevalier Titan qui vont vous permettre d'hériter directement de Discipline du Bolter, Maître du Warp et Nous ne connaîtrons pas la peur. Comme je disais tout à l'heure, ici on n'est pas sur un supplément, c'est-à-dire que l'intégralité des règles est appliquée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va regarder ici, ils ne connaîtront pas la peur, le fait par exemple au test d'attrition pour cette unité d'ignorer certains ou tous les modificateurs, on a l'habitude de voir ça chez les Space Marines, Discipline du Bolter, qui est le fait quand on tire avec une arme de type tir rapide, de pouvoir multiplier ce nombre par 2, soit si on est à mi-portée, soit si on est resté immobile, soit si on a le mot-clé Terminator, auquel cas on pourra le faire tout le temps. Et enfin, Maître du Warp, où là pour le coup ça nécessite que l'intégralité de l'armée soit constituée de figurines exclusivement avec le mot-clé Chevalier Gris, ou alors neutre ou agent de l'Imperium, et de pouvoir au début du premier round de bataille choisir un des courants, et vous le découvrirez tout à l'heure, on aura notamment un sort pour pouvoir justement changer celui-ci. Ça va être un petit peu l'équivalent finalement des doctrines pour justement les chapitres Space Marine standard, et ça va vous permettre de monter en puissance au fur et à mesure justement de la partie. Le premier courant va être le courant de la convergence. Tant que ce courant est dominant pour votre armée, ajoutez 6 pouces à la caractéristique de portée des armes à Psy dont les figurines de cette unité sont équipées. On va retrouver bien évidemment l'arme iconique du Psycanon. Ensuite, on va avoir à chaque attaque d'une figurine avec cette unité avec une arme Némésis, sur un jet de blessure non modifié de 6, la cible subit une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. C'est extrêmement fort, j'en parlais tout à l'heure, mais les figurines ici ont perdu la règle assaut percutant. Ils n'ont pas réellement perdu, ils ont perdu la règle, mais l'attaque supplémentaire a été ajoutée brute de pomme directement sur leur profil. Ça fait que n'importe quel petit GK a directement 3 attaques. On va donc être sur une armée qui va saturer énormément au corps à corps, avec là pour le coup des armes Némésis, et en plus elles sont quasiment toutes au même prix, si ce n'est le marteau, mais ça c'est normal. Et on va avoir par exemple les glaives qui vont permettre de faire une attaque supplémentaire, qui vont être force utilisateur, sans PA, dégâts 1. Clairement les oubliés de cette édition. On va ensuite avoir justement les épées Némésis qui elles vont être force plus 1, donc en général les faire passer au palier de force 5, PA-3, dégâts 2, ou alors les halbards qui vont permettre de passer force plus 2, c'est-à-dire force 6, PA-2, dégâts 2. Donc on va avoir l'éternel débat finalement d'être soit plus 2 en force mais PA-2, soit plus 1 en force mais alors PA-3, mais dans tous les cas dégâts flat 2. Et le fait de pouvoir en plus de ça directement faire de la mortelle sur du 6 pour blesser, quand on voit qu'une escouade qui va être aux alentours de 220, 230 points va être capable de faire 30 patates, vous allez avoir la certitude qui en plus de ça, de pouvoir justement avoir beaucoup de PA et beaucoup de dégâts, faire systématiquement entre 4 et 6 blessures mortelles. Et donc c'est plutôt intéressant. Le deuxième courant va être le courant de la sérénité, puisque si celui-ci est actif, à chaque jet d'advance, un jet de 1-2, sera alors considéré comme un 3, et pareil pour un jet de charge, à chaque dé de 1, 2, vous serez alors considéré comme un 3+. C'est intéressant puisque historiquement, les GK en fait ont toujours manqué de fiabilisation pour aller au corps à corps. Dans l'ancienne édition, ils avaient uniquement un pauvre trait de seigneur de guerre pour pouvoir relancer les jets de charge. Là, vous allez voir, c'est assez intéressant. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'encore une fois, on n'est pas sur un supplément Space Marine, donc on n'a pas accès au fameux chaplain à moto qui va être capable de traverser la table et de donner plus 2 à la charge. Là, on va avoir des mécanismes qui vont être différents. Là, en termes de probabilité, c'est super intéressant, puisque le fait de couper cette variance avec 2 dés, de passer de 2 à 12, là on va passer minimum de 6 à 12. Et alors ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est vraiment positif. Vous allez quasiment booster de 15 à 20% vos chances de réussir une charge avec une relance. Et ça va complètement tout changer. Surtout que vous le verrez tout à l'heure, mais en termes de relance, on va aussi avoir justement des sorts, ou alors tout simplement le PC générique pour y arriver. Et ça va grandement aider la fiabilisation aussi et la rentabilisation de ces figurines qui, comme je disais tout à l'heure, sont connues pour être un petit peu trop polyvalentes, avec beaucoup de saturation de tir, mais aussi le fait d'avoir envie de les jouer au corps à corps, puisque c'est là où ils vont réellement avoir leur impact. Et c'est là aussi ils vont pallier au fait de répondre à leur doléance qui est de ne pas très bien gérer les hautes endurances ou un nombre de PV assez important qui là va se gérer aussi bien avec le psy qu'avec le CAC. On continue avec courant d'ombre. Tant que ce courant est dominant pour votre armée, à chaque fois qu'une attaque de tir d'une figurine ennemie est effectuée à plus de 12 pouces d'une unité qui cible justement une unité sous ce courant, alors elle sera considérée comme étant un couvert léger. Je le rappelle donc, plus 1 à sa valeur de sauvegarde, et si celle-ci était déjà à couvert léger, alors elle sera aussi considérée comme étant à couvert dense, c'est-à-dire -1 pour être touché. Ça va me permettre aussi un petit peu de parler des unités qui vont être dotées de ces aptitudes. Quasiment l'intégralité, si ce n'est les véhicules. Et là, c'est assez intéressant puisque vous allez voir que les véhicules ne bénéficient pas justement des chevaliers de Titan, Titan étant la planète de Chevalier Gris. C'est une règle qui va être très forte, ça va me permettre justement de parler un petit peu de la tankiness des Chevaliers Gris. N'importe quel Space Marine maintenant est passé de 1 à 2 points de vie, ce qui est plutôt positif. Vous le verrez tout à l'heure, mais la plupart des unités maintenant n'ont plus de latitude dans le choix des sorts et ceux-ci sont directement dictés au sein du profil.
profil, mais on va retrouver quand même certaines pépites. On va penser aux paladins par exemple, qui vont être capables par exemple d'être en sauvegarde à 2+. Quand on leur tire dessus à plus de 12 pouces, d'être en sauvegarde à 1+. Et ils ont même accès à un sort qui va encore leur donner +1 à la sauvegarde. Et donc même si finalement on va pas être ici sur des latitudes de jeu qui vont être liées par exemple à des ordres qui vont leur dire ignore ou justement diminue la PA de -1, -2, là que nenni, ça va juste être des figurines qui vont être à sauvegarde à 0+. Donc indirectement ignorer la PA -2, ce qui va être très fort. Ça va être un petit peu la même chose aussi pour les Dreadnought, mais en tout cas ça en fait une règle qui est excellente et on commence un petit peu à voir justement la montée en puissance qu'on va avoir envie de jouer au sein justement de la montée de cette marque comparable aux idonettes pour les joueurs d'Age of Sigmar, qui est de se dire tour 1, je suis à couvert avec quasiment l'intégralité de mon armée. On le verra, mais tout à l'heure, il y a énormément moyen de mettre 50%, voire parfois 70% de son armée en téléportarium, ce qui peut être très dangereux si on se fait table rasée, ou alors tout simplement si le gars rentre dans nos lignes qui fait qu'on ne pourra plus FEP. Le fait est quand même que là, ce qui va être sur table a moyen d'être très tanky, puisque ça va être un mécanisme de jeu mouvant, et on aura un sort pour pouvoir justement changer de courant. Ensuite, on va avoir le courant de surenchère. Tant que ce courant dominant est actif, à votre phase de psychique, si votre armée contient un ou plusieurs détachements de confréries de psycheurs, à chaque fois qu'une unité choisira alors de manifester le pouvoir de confrérie, elle pourra le faire même si une autre unité a déjà tenté de le faire. Sauf que la difficulté du lancement du sort sera incrémentée de 1. C'est ce qu'on a l'habitude de voir par exemple avec le sort châtiment. Et là, ça va être assez intéressant. On reparlera beaucoup plus de ce mécanisme-là quand on rentrera justement dans les confréries, mais ça va permettre, j'en parlais tout à l'heure, notamment la fiabilisation de certaines charges. Ensuite, pour terminer, on va avoir le courant de bannissement. Là, c'est plutôt un courant fluff, puisque tant que ce courant est actif, cette unité gagne l'aptitude bannissement. C'est une aura qui fait que tant qu'une unité démon ennemie est à 6 pouces ou moins de cette figurine, on soustraira 2 à sa caractéristique de commandement. Et tant que ce courant sera actif, à chaque fois qu'on tapera une unité qui a le mot-clé démon, on pourra relancer les jets de touche de 1 et les jets de blessure de 1. Ce courant permet aussi de rentrer dans une partie du codex qui a été un petit peu minimisée par rapport justement aux anciennes éditions. Ce sont les règles fluff qui parfois vont casser un petit peu l'équilibre. Dans les anciennes éditions, par exemple, les chevaliers gris pouvaient directement relancer jet de blessure au corps à corps contre les figurines démons. Là, vous allez le voir, la seule partie un petit peu frustrante est le fait qu'on va se retrouver uniquement avec 3 objectifs potentiels sur la partie Chapter Approve. Et il y en a un qui va vous permettre très facilement de marquer des points contre les démons et qui va se retrouver complètement inutile contre le reste du monde. Pour terminer sur les aptitudes et règles des chevaliers gris, on va retrouver bien évidemment les escouades de combat. À partir du moment où vous allez jouer une unité qui est à son effectif minimum, vous allez être capable au moment du déploiement de la scinder en 2. Et quand vous êtes une armée qui, à chaque fois que vous êtes une unité distincte, peut lancer un sort, il y a quand même moyen justement de multiplier les sources soit de blessures mortelles, soit de psy. Et enfin, frappe de téléportation, c'est aussi ce qui va clairement définir les chevaliers gris, les Great Knights, c'est le fait de pouvoir, pour quasiment l'intégralité des entrées, de ne pas être présente sur la table au début du jeu. Certes, vous allez systématiquement être restreint aux règles de match play, c'est-à-dire de jeu libre, qui va vous dire que vous devez avoir au minimum 50% de vos poses, de vos points et ainsi de suite sur la table. Mais vous le verrez tout à l'heure, il existe un petit mécanisme qui va vous permettre pour 30 points de mettre bien plus que ça justement en téléportarium. Certes, ça va avoir des défauts comme le fait de pouvoir arriver qu'à partir du tour 2. Les GK ont un petit peu perdu justement de leur superbe d'Alpha Strike T1 avec moins de téléportation directement dans sa gueule sur le premier tour, mais le fait est quand même que c'est assez agréable comme style de jeu puisque c'est quasiment les seuls à pouvoir le faire. On continue dans les règles et on va maintenant parler justement des domaines psychiques. C'est un petit peu ce qui fait clairement l'ADN des chevaliers gris. On va retrouver ici 2 domaines. Le domaine Dominus qui va permettre de buffer soi-même ou les copains. C'est un domaine dans lequel vont aller puiser les personnages ou certaines unités plus élitistes. Ou alors tout simplement le domaine des séraphiques où là c'est un domaine qui va permettre de buffer uniquement le psycheur ou l'unité de psycheur, c'est-à-dire de chevalier gris qui va le lancer. À noter 2 choses. La première, c'est qu'on a un petit peu perdu en latitude de jeu par rapport au fait que vous allez le voir, mais la plupart des entrées génériques, c'est-à-dire des troupes notamment, ont directement, non pas le choix du sort, mais vont directement l'avoir noté au sein de leur datasheet. Et ensuite, au niveau des aptitudes génériques tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait plus de bonus ou de malus au psy. C'est-à-dire qu'à part un +1 qu'on va avoir pour dissiper, là, on ne va pas avoir de bonus pour lancer les sorts. Il va aussi donc falloir comprendre que maintenant, certains sorts vont être plus difficiles à lancer parce que moins stables. On pense par exemple à un portail d'infinité qui va passer uniquement sur du 7. Certes, on va avoir des nouveaux leviers de synergie avec notamment des stratagèmes pour fiabiliser tout ça, mais on ne va pas avoir le fameux bonus de +1 pour lancer les sorts. Autre partie aussi majeure sur le psy, c'est le fait notamment qu'il n'y a plus de règles qui impactent le châtiment. C'est-à-dire que là, on va utiliser la règle
générique qui fait que n'importe quelle unité va pouvoir le lancer et ça sera directement à 18 pouces des 3 mortels dans ta gueule, mais que à chaque tentative, on va devoir incrémenter la difficulté de lancement du sort de 1. On commence tout de suite par la discipline Dominus. Le premier sort va être le portail d'infinité, qui est une bénédiction, puisque le sort va passer sur du 7, et ouais, c'est à peine plus d'une chance sur 2 de pouvoir le passer, hormis les quelques synergies. Choisissez une unité Psycheur Chevalier Grise ami à 18 pouces ou moins de ce Psycheur. Attention, vous n'avez pas besoin de la voir pour ça, et ça peut faire la différence. Retirez cette unité du champ de bataille et replacez-la n'importe où sur celui-ci à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Plusieurs choses à dire sur ce portail et tout ce que ça va débloquer. Déjà, vous allez tout simplement prendre l'unité et la retirer du jeu. C'est-à-dire qu'ici, vous n'êtes pas en train de faire soit un mouvement normal, soit un mouvement d'advance, soit même un mouvement de désengagement. Donc vous allez pouvoir agir librement derrière, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, il n'est pas dit derrière que vous ne pouvez pas le faire tour 1. Comme vous êtes déjà présent sur la table, vous pouvez tout simplement aussi commencer à envoyer une unité, à projeter une unité au premier tour de jeu. Ce qui va permettre notamment d'enfermer potentiellement l'adversaire chez lui, de lui faire très mal avec une grosse source de saturation de tir, ou alors tout simplement de l'enfoncer au corps à corps. Ensuite, deuxième sort très fort, on va avoir l'amplification empyréenne. C'est une malédiction qui va passer pareil, sur du 7, qui est que si elle est manifestée, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible de ce psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. À chaque fois qu'une unité effectue une attaque avec une arme Némésis ou Psy, alors améliorez de 1 la caractéristique de dégâts. J'en parlais tout à l'heure, les psycanons sont passés dégâts 2, vont alors passer dégâts flat 3. Et pareil pour les armes Némésis qui sont de base dégâts flat 2, vous allez les passer dégâts flat 3. Certes, vous allez me dire 12 pouces, c'est difficile, mais il existe un petit stratagème qui pour un PC va vous permettre d'augmenter n'importe lequel des sorts que vous allez lancer durant cette phase avec une unité de 6 pouces. Et donc ainsi passer de 18 pouces. Et là, on se rend compte un petit peu justement des synergies psychiques qu'on va vouloir passer. Et ça risque d'être quand même relativement fort et finalement on va plus trop lutter à partir du moment où les blessures vont passer. Et là clairement quand on commence à dire qu'à chaque fois que l'adversaire va rater une sauvegarde, que ce soit au tir avec les armes à psy ou alors au corps à corps, ça va être 3 PV dans sa gueule. C'est quand même très appréciable. Ensuite, on va avoir comme troisième sort le sort iconique Sanctuaire, qui est une bénédiction qui va passer sur du 6. On va pouvoir choisir une unité à 18 pouces ou moins de ce psycheur et leur appliquer une sauvegarde invulnérable à 4+. C'est un sort qui peut être assez appréciable puisqu'encore une fois on va pouvoir le lancer sur des unités soit solo, soit qui vont monter jusqu'à 10 figurines, donc à la limite pourquoi pas. Pour parler un petit peu du tanking des chevaliers gris, j'en parlais tout à l'heure, on va avoir des figurines qui avec quelques buffs assez faciles à mettre en place vont être capables de passer à sauvegarde à 0+, et qui vont en général, pour notamment les paladins et les terminators, auront une invulnérable à 5, et pour les petits Némésis, alors une sauvegarde invulnérable à 4. Mais quand on commence à se dire que finalement on va être capable d'avoir des figurines de base, c'est-à-dire des Space Marines de base en armure énergétique, qui vont être en sauvegarde à 3, à 2+, soit justement quand ils sont dans une ruine, soit quand ils sont dans la bonne marée, à plus de 12 pouces de range, et qu'en plus de ça, ils auront une invulnérable à 4, ça commence à pas trop rigoler, puisqu'on va se dire que même le mec, quand il va attaquer avec de l'anti-char, avec du Melta et ainsi de suite, il n'y a qu'une seule blessure sur 2 qui passera. On continue ensuite avec un sort toujours iconique des Chevaliers Gris, ça va être le Vortex Funeste. Ça va être ici un sort de type Feu Sorcier qui va passer sur du 7. S'il est manifesté, choisissez l'unité ennemie la plus proche à 12 pouces et visible du psycheur. Attention, ça n'est plus figurine, mais c'est bien unité. Chaque autre unité ennemie à 3 pouces de l'unité va alors subir une blessure mortelle, et l'unité ciblée subira alors 2d3 blessures mortelles. Il est précisé derrière que si jamais vous essayez de le synergiser avec le trait de seigneur de guerre qui fait qu'à chaque fois que vous allez faire des sorts de damage, vous allez augmenter les dégâts de 1, là ça ne marchera que justement sur les D3. C'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, encore une fois, c'est 12 pouces, mais il existe un petit stratagème qui va vous permettre de passer ça à 18 et de se dire que vous allez être capable de mettre 4 mortels directement dans la tronche de votre adversaire. C'est vraiment pas mal. On va le voir, il va avoir pas mal de sources justement de mortels. Il y aura un stratagème qui va permettre de faire un bombardement mais psychique, qui permettra aussi de faire pas mal de mortels en zone. Là, le problème, c'est que c'est sur du 7. Après, encore une fois, pourquoi pas, puisque, encore une fois, tout à l'heure j'en parlais, vous allez avoir des synergies possibles, notamment un stratagème qui, jusqu'à la fin de la phase, dès que vous allez tenter de manifester un sort, se fera avec 3 dés et vous retirez le plus bas. Et donc, justement, il va falloir, au moment où on fait sa liste, penser aux sorts qu'on met sur les personnages pour se dire, ok, ça va être le même personnage qui va faire le portail et pourquoi pas derrière le vortex. Et comme ça, à chaque fois, ça sera sur 3D et ça passera quasiment systématiquement. Ensuite, on va avoir comme sort le modelage du warp qui est une bénédiction qui va passer sur du 4. Pas de portée ici, ça va tout simplement vous permettre d'appliquer un courant qui n'a pas déjà été actif sur cette partie-là. Et c'est quasiment un sort auto-include quand on voit justement les mécanismes qu'on a au sein de cette fameuse marée pour le faire. 4, c'est relativement facile, donc il faudra jouer avec. Et on termine avec le dernier sort du domaine Dominus avec l'entrave fantôme qui va être une malédiction qui va passer sur du 5.
quand même assez facile à passer, qui va avoir une portée de 18 pouces et l'unité ennemie devra être visible aussi du Psyker, et vous diviserez sa caractéristique de mouvement par 2. Tout ce qui impacte le mouvement est super fort dans le jeu parce que ça va priver l'autre de vous rentrer dans la gueule, mais aussi potentiellement d'aller prendre justement la table, mais aussi potentiellement d'aller prendre des objectifs ou alors tout simplement de swarmer la table. Donc c'est très fort. 18 pouces, c'est pas énorme parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'à partir du moment où on a 18 pouces de son adversaire, celui-ci peut potentiellement être à portée de charge, mais avec le petit stratagème, c'est à 24 pouces que vous allez pouvoir le passer. Et ça, c'est super fort. Donc encore une fois, on termine ici avec la classe Dominus. On a un sort qui va être auto-include qui va vous permettre de changer de courant. On a un sort qui vous permet tout simplement de diviser le mouvement de l'adversaire par 2. On a un sort qui va vous permettre d'augmenter les dégâts de 1 au tir et au corps à corps avec les armes psy. Ça, les limites, ça va être qu'une partie des armes, mais avec les armes Nemesis, ça c'est l'intégralité de votre arsenal de corps à corps. Donc vraiment, on est sur un très bon domaine de sorts. Et avant de rentrer dans les sorts de la discipline séraphique, c'est la règle confluence psychique, puisque n'importe quelle unité va pouvoir tenter de lancer un sort de cette discipline, même si une unité copine l'a déjà fait, sauf qu'il faudra incrémenter la difficulté de 1. On continue ensuite avec le deuxième domaine, c'est le domaine séraphique. J'en parlais tout à l'heure. Là, pour le coup, vous allez avoir sur certains datasheets l'obligation de prendre certains sorts. On va commencer ici par Visée Astrale. Certaines unités vont pouvoir le choisir, d'autres vont l'avoir automatiquement. Ça va être le cas, par exemple, des escouades de Purgator, qui vont avoir un nombre d'armes spéciales beaucoup plus important que les autres unités. Celui-ci va être une bénédiction qui va se lancer sur son unité, qui passera sur du 6 s'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. À chaque fois que l'unité de ce psycheur est choisie pour tirer, ça veut dire que ça fonctionne en contre-charge aussi, alors vous allez pouvoir relancer un jet de touche et aussi à chaque fois que vous tirez, vous ignorez les bénéfices du couvert contre la cible. Du couvert, ça veut dire que vous allez ignorer bien évidemment le +1 à la sauvegarde des couverts légers et que vous allez aussi ignorer le -1 pour être touché quand vous tirez à travers un couvert dense. C'est bien évidemment bien moins fort que ce qu'ont connu les joueurs historiques GK, puisque ce sort historiquement permettait de tirer à travers un mur, ou en tout cas sans ligne de vue, c'est bien moins fort. Maintenant, il faut aussi accepter que les chevaliers gris sont devenus plus tanky, puisqu'ils ont gagné 1 point de vie pour la plupart, sauf malheureusement pour les paladins, mais on en reparlera tout à l'heure. Le fait est que quand on est sur une armée qui va saturer énormément avec de la force 4, 100 PA, dégâts 1, c'est important de pouvoir ignorer les covers, parce que la plupart des armées vont passer de sauvegarde à 3 à sauvegarde à 2, et là c'est tout simplement quasiment 2 fois plus de sauvegarde ratée pour l'adversaire si jamais on passe ce sort. Ensuite, on va avoir le sort Purge de l'âme, qui est un sort de feu sorcier qui va passer sur du 6. Il permettra de cibler une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible du Psyker, et de jeter un D6 en ajoutant son commandement. L'adversaire va alors faire pareil, et si jamais le résultat de cette addition est plus haut pour vous, alors il prendra D3 mortels dans son cul. Si jamais il est égal à votre adversaire, ça sera seulement une, et si jamais il est inférieur, et alors ça sera rien du tout. Clairement, non. Clairement, non. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, il va passer sur du 6. Sur du 6, déjà, ça sera la deuxième tentative de châtiment. Donc, vous aurez au moins mis justement 2 des 3 blessures mortelles avant que ça passe sur du 7. Donc, finalement, ça sera à chaque fois meilleur que celui-là. Et même finalement, pour les autres unités qui pourraient avoir envie justement de faire de la source de mortels, vous le verrez, mais on va avoir la flamme purificatrice pour justement les purificateurs. Donc, clairement, je ne vois pas tellement l'intérêt de ce sort. On avait historiquement justement un principe de bravery bomb, on avait ce qu'on appelait en tout cas le claque de Thanos, qui était de se dire qu'on diminuait le moral adverse et justement on stackait les blessures mortelles sur l'adversaire. Ensuite, on continue avec le sort point d'acier. C'est le sort que connaîtra les strike teams, c'est-à-dire l'escouade strike, donc l'unité de base, donc super OP des chevaliers gris. C'est une bénédiction qui va passer sur du 5 s'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. À chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité de ce psycheur, vous pouvez relancer les jets de blessure. Ça paraît anodin comme ça, puisque avant on avait +1 pour blesser, le fait est que c'est super fort. Maintenant que les armes Nemesis ont été buffées, ça veut dire que vous allez être force 5 ou force 6. On le voit, mais clairement, le nouveau palier fort de cette V9, ça va être la force 5, puisque l'endurance pour la majorité maintenant de ce qu'on va voir sur les tables de jeu va être 5. On pense à la Death Guard, on pense bien évidemment aux orques, ou alors on pense aussi à certaines unités type Necron. Or, le fait de se dire que vous allez blesser maintenant sur du 4 quand vous êtes force 5, sur du 3 quand vous êtes force 6, on pense à Albar de là, et le fait de se dire que vous allez relancer, c'est con à dire, hein, mais un 3 plus relançable, c'est quasiment 90% de chance de blesser, hein, donc c'est super fort. Ensuite, on va avoir
un sort qui va faire parler de lui, puisque c'est le sort qui, quand il va être spammé, va permettre de faire énormément de dégâts, c'est les flammes purificatrices. C'est feu sorcier, ça va passer sur du 5, ça va avoir une portée uniquement de 9 pouces, mais on se rappelle tout à l'heure qu'il existe un petit stratagème qui va permettre de gagner 6 pouces de portée, donc potentiellement de passer à 15 pouces de portée. Un GK de base bouge de 6, ça veut dire qu'à 21 pouces plus une advance, vous allez pouvoir devenir assez menaçant, et justement, ça va tout simplement faire 3 blessures mortelles cash à son adversaire. Et derrière, si jamais on fait un sort critique, c'est-à-dire 11 ou plus avec les 2 dés, alors ça fera D3 plus 3 blessures mortelles. On n'a pas encore vu tout à l'heure, mais on va avoir la moyen de faire des petites explos en bombe, puisqu'il va exister un trait de seigneur de guerre qui va permettre aux unités à côté de faire plus un dégât. Et là, quand on va commencer à se dire que j'ai 2 escouades de purif qui vont arriver et qui font directement 8 blessures mortelles cash sur un sort qui passera à 5 et un qui passera à 6, bah, ça fait clairement pas rigoler. Ça se combine encore une fois très bien avec les châtiments. On va par exemple, si on a 4 unités qui vont vouloir faire des damages, et balancer 2 châtiments, le premier à 5, le deuxième à 6, et là pareil, la première flamme à 5, la deuxième à 6, et faire directement 10 blessures mortelles sur la cible. Et bah ça fait transpirer. Hein. Et ça fait aussi que Purge de l'âme, donc le sort qu'on vient de voir précédemment, manque un petit peu de saveur. On continue dans les sorts séraphiques avec l'armure résiliente. C'est un sort qui va passer sur du 6, donc si on commence à le stacker, il aura un malus de -1, qui va tout simplement permettre à l'unité qui lance ce sort d'avoir +1 à sa sauvegarde d'armure. Sauvegarde d'armure maintenant est très clair au sein des règles, c'est uniquement la sauvegarde et pas la sauvegarde invulnérable. C'est notamment un sort que vont pouvoir voir, comme je disais tout à l'heure, les paladins, qui eux de base sont sauvegarde à 2, vont être capables de passer sauvegarde à 1 avec ça, et aussi s'ils sont à plus de 12 pouces et qu'ils sont dans la bonne marée, alors sauvegarde à 0+. Qui est quand même assez tonky. C'est aussi le sort qu'on veut connaître, les Dreadnoughts. Même chose, le Dreadnought va avoir l'aptitude de Titan qui va hériter justement des marées. Donc même chose, c'est un véhicule qui va quand même diminuer les dégâts subis de 1, avoir une endurance de 7, une sauvegarde à 3, qui va pouvoir automatiquement passer à 2, et s'il a plus de 12 pouces, sauvegarde à 1. Ça veut dire que même les gars qui vont tirer justement avec les canons laser, ça lui donnera une sauvegarde à 4. Si on tire au Melta, il aura une sauvegarde à 5. Ça veut dire qu'il annulera quasiment une blessure sur 5 et qu'en plus de ça, il diminuera des dégâts de 1. Je rappelle que grâce à la règle Confluence Psychique, chaque unité qui dispose de ce sort peut tenter de le manifester. Il faudra juste incrémenter la difficulté de 1. Et c'est là où je pense que justement les sorts sont assez bien pensés. C'est que on le voit, ça passe soit par exemple sur du 5 qui donc passera à 6 si on commence à les stacker, mais ça sera que des relances de blessures. Là sur le tanking, le premier passera à 6. Donc clairement, ça passera 2 fois sur 3, et après, ça passera 1 fois sur 2, dès qu'on commencera justement à le passer à 7. Et pour terminer, on va passer justement au sort Punition Éthérique, qui est une bénédiction qui va passer à 6. S'il est manifesté, l'unité de ce psycheur peut tirer comme à votre phase de tir, puis faire un mouvement normal. Par contre, derrière, elle ne pourra plus faire aucun mouvement d'aucun type, c'est-à-dire charger et ainsi de suite. Ça veut quand même dire qu'à votre phase de psy, vous allez être capable de bouger, de tirer, et donc ainsi de faire un double mouvement indirectement. C'est super fort. Ça va vous permettre par exemple d'aller prendre un objectif, soit justement d'aller en contester un au tour 5 pour empêcher votre adversaire, ou en tout cas le forcer à devoir clean complètement un objectif pour pouvoir marquer à la fin de son deuxième tour à lui, ou ainsi de suite. Donc vraiment, c'est clairement pas un des sorts les plus pétés, mais c'est un sort qu'il faut qu'on garde en tête, puisque c'est un sort qui va permettre des tricks de mouvement. Ça va permettre notamment, par exemple, de faire un cercueil autour d'un véhicule. Pas nécessairement pour le péter et ainsi permettre à votre adversaire de claquer 2 PC et de sortir à 6 pouces, mais tout simplement de l'empêcher de sortir sur un tour de jeu. Et c'est vraiment, pour le coup, peut-être intrinsèquement moins fort que ce qu'on a pu voir auparavant, mais les joueurs, justement, qui vont avoir une finesse de jeu, vont s'en servir pour justement comboter. On a fait le tour des 2 disciplines, à savoir la Dominus et la Séraphique, et on commence clairement à voir que justement c'est cohérent par rapport à l'ADN du Chevalier Gris. On est sur 2 domaines qui vont être forts, un plus pour les personnages qui vont buffer les copains, et un plus justement sur chacune des unités qui, comme des psycheurs autonomes, vont être capables de se synergiser tout seuls. Donc on est vraiment sur quand même 2 bons domaines, et ça fait vachement plaisir. On passe maintenant aux confréries, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait par détachement de pouvoir prêter sous allégeance à une de celles-ci et ainsi de débloquer un stratagème, un pouvoir et un trait de seigneur de guerre. Par rapport à ces fameuses confréries, ce qui est assez intéressant, c'est que des figurines qui ne bénéficient pas, par exemple des marées, on pense aux véhicules, vont bénéficier justement de la règle des confréries. La particularité aussi, c'est que certains personnages vont avoir une confrérie forcée, on pense par exemple à Voldus, ou alors certains n'en bénéficieront tout simplement pas, comme Kaldor Drago. On va commencer par la confrérie des porteurs d'épée. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible d'unité de psycheur porteur d'épée de votre armée jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une unité ennemie effectue une attaque de tir contre une unité ennemie, ajoutez 1 au jet de touche.
Bah, c'est fort. C'est fort, hein. Juste pour vous donner une idée, encore une fois, 10 GK qui tombe à 9 pouces de l'ennemi, c'est-à-dire à portée courte de tir rapide, c'est 40 tirs. 40 tirs qui toucheront alors sur du 2, bah c'est stable. Le problème, on le verra tout à l'heure, c'est ce fameux palier de force 4 qui, quand on commence à faire les stats, le fait est qu'il n'y ait pas de PA et qu'on ait perdu justement des synergies type munitions psy, où maintenant c'est un petit peu différent, bah voilà, ça va saturer. Sur certains, ça va être très fort. On pense justement à ceux qui vont en endurance 3, 4 avec justement une faible sauvegarde. Là, vous allez quand même clairement laver les cordons. Voilà, c'est un stratagème qui est fort. 2 PC, encore une fois, quand on voit la force des armes de tir, je pense que c'est un petit peu cher finalement, mais ça a le mérite d'être là. Le pouvoir psychique, par contre, ça va être aimant, empyréen. On va avoir une malédiction qui va passer alors sur du 7, donc difficile à lancer, qui va permettre de cibler une unité ennemie à 18 pouces du psycheur, et jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique, chaque fois qu'une unité véhicule ami effectue une attaque de tir contre l'unité ennemie, ajoutez un au jet de blessure de l'attaque. Il est précisé derrière que bien que justement il existe une marée qui va nous permettre de lancer plusieurs fois le même sort, quand c'est un sort justement de confrérie, alors une unité ennemie ne pourrait être victime qu'une seule fois de ce genre de malus. En véhicule, on va bien évidemment retrouver les volants, les Stormraven, les chasseurs Storm Eagle, les Land Raiders, mais aussi ces petits mecs. Et quand on commence à se dire qu'en fait finalement ils vont quasiment blesser l'intégralité du jeu sur du 2+, bah ça apporte une forme de stabilité quelque part. Je ne sais pas si ça sera utilisé si finalement il ne faudra pas lancer un châtiment pour tout simplement directement faire en moyenne 2 dégâts dans ton cul. Et si le plus 1 pour blesser sera intéressant. Le fait est qu'encore une fois, ça a le mérite d'être là, que vous connaissez automatiquement ce sort si jamais vous êtes de cette confrérie-là. Donc, ne pas l'oublier. Par contre, encore une fois, ça passe sur du 7. Donc, peut-être à synergiser en amont, justement, lors de l'activation d'une figurine pour claquer les stratagèmes qu'il faut. Le trait de seigneur de guerre qu'on va avoir, c'est le rite de protection. Ça va permettre au seigneur de guerre de pouvoir tenter une action psychique, c'est ni plus ni moins qu'un sort, qui va passer sur du 5. Et si jamais ça fonctionne, alors on va pouvoir choisir une figurine à 12 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Et jusqu'au début de la prochaine phase psychique, la figurine aura une sauvegarde invulnérable à 4+. Clairement, ce trait de seigneur de guerre est pas ouf, puisque on a vu tout à l'heure le fait qu'on pouvait se donner déjà une invulnérable à 4. On va voir qu'il y a d'autres moyens de le faire. Donc, voilà, ce trait de seigneur de guerre est pas ouf. Derrière, on a un stratagème qui est assez intéressant si jamais justement on veut donner plus 1 au jet de touche, mais il y a meilleur derrière. On passe ensuite donc à la confrérie des lames de victoire. On va avoir un petit stratagème on va avoir un stratagème qui s'appelle frappe rayonnante qui vaut 1 PC. On va l'utiliser à la phase de charge quand une unité d'infanterie de votre armée termine un mouvement de charge. On va choisir une unité à portée d'engagement ennemie justement de son unité lame de victoire et jeter un D6 pour chaque figurine de l'unité à portée d'engagement. Pour chaque jet de dés égal ou supérieur à sa caractéristique d'endurance, elle subira une blessure mortelle. Alors certes, on n'est pas dans un méta masse, le fait est quand même que c'est très fort. Pour un PC, c'est évident qu'au corps à corps, on est fort. Donc finalement, quand on voit qu'on a 3 attaques, c'est-à-dire que même 5 strike team, ça fait quand même 16 patates avec le sergent, voilà, c'est fort. Le fait est que là, pour un PC, contre l'endurance 3, vous allez tout simplement clean 2 tiers des unités. Contre l'endurance 4, 50%. Et contre l'endurance 5, 1 tiers. Merci Captain Obvious, c'est clair. Le fait est que putain, pour un PC, c'est super fort. C'est ouf. C'est quand même un putain de stratagème. C'est pas forcément méta. À voir encore une fois demain comment est-ce que justement avec les armées à swarm vont arriver sur la table de jeu. Le fait est quand même que c'est très bon. Le pouvoir que ça va débloquer, ça va être la poursuite implacable qui est une bénédiction qui va passer sur du 6. S'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité de ce psycheur. Bah voilà, j'en parlais tout à l'heure. Le fait est que chaque unité peut lancer plusieurs fois, si par exemple dans le mode marée, ce sort, ça va nous permettre de fiabiliser les charges. On va pouvoir le lancer par exemple sur 2 unités, le premier sur une valeur de 6, le deuxième sur une valeur de 7, et derrière on a son petit PC générique, ça fait que pour un PC, on va être capable quasiment de relancer 3 jets de charge sur 3 unités différentes. C'est quand même assez intéressant. Clairement, l'âme des victoires, je trouve que c'est assez nerveux, j'aime bien ce style-là. Ça va très bien aller finalement avec le trait de seigneur de guerre qu'on va pouvoir choisir, à savoir l'agressivité d'avant-garde. Après le déploiement, vous pouvez choisir une unité base amie à 9 pouces ou moins de ce seigneur de guerre, et l'unité et ce seigneur de guerre pourront alors faire un mouvement de 6 pouces. Bah c'est fort, hein. C'est fort pour le psy, c'est fort pour la charge, c'est fort pour tout. On le verra tout à l'heure, les interceptors ont un petit peu perdu de leur superbe avec leur capacité qui était de se projeter n'importe où sur la table dès le tour 1. Bah là, ils bougent tout simplement de 12, donc ça veut dire que les mecs, tour 1, ils vont potentiellement avoir fait 18 pouces. Donc c'est quand même très fort. Après, attention, c'est au moment du déploiement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne savez pas
qui va commencer. On va le revoir tout à l'heure, mais il existe une amélioration sur un personnage qui coûte 30 points qui va vous permettre aussi de pouvoir redéployer justement des unités. Donc entre justement un redéploiement de jusqu'à 3 unités, pourquoi pas en téléportarium, le fait est de pouvoir redéployer le Seigneur de Guerre et une unité de 6 pouces aussi bien en agressif qu'en défensif, ça donne énormément de latitude de jeu lors du déploiement. On passe ensuite à la confrérie des conjurateurs qui porte très bien son nom. Déjà le stratagème qu'on va débloquer, c'est le maître du mot. Il vaut 1 PC, ça va permettre à un personnage conjurateur de pouvoir choisir un sort dans le domaine Dominus qu'il ne connaissait pas auparavant. C'est un stratagème qui est très fort puisque on le voit notamment au niveau des anciennes synergies qu'avaient les Thousand Suns, ça permet systématiquement d'aller créer une surprise à son adversaire. On va par exemple pouvoir sur une phase claquer un PC pour changer de sort, un PC pour lancer un sort supplémentaire et pourquoi pas un PC pour augmenter la portée d'un sort. Certes ça vaut 3 PC mais vous avez d'énormes surprises à faire par rapport à ça, c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite le sort qu'on va avoir c'est la projection de pureté, c'est une malédiction qui va passer sur une valeur charge warp de 6 et à 12 pouces du sorcier et qui va tout simplement permettre à dire à une unité ennemie qu'elle ne bénéficiera plus des aptitudes d'aura. Encore une fois, 12 pouces de portée, certes, petit stratagème qui permet de passer à 18, un GK bouge de 6, ça veut dire que potentiellement à 24 pouces plus un jet d'advance, vous allez être capable de dire toi tes auras dans ton cul. C'est juste fort. Voilà, donc en fait pour le coup, confrérie des conjurateurs porte très bien son nom. Et derrière le trait de seigneur de guerre, ça va permettre à chaque fois que votre seigneur de guerre fait un test psychique et que le résultat est 8 ou plus, le sort ne pourra pas être dissipé. 8 ou plus, c'est compliqué. Le fait est quand même que ça marche très bien avec les conjurateurs. Ensuite, on va passer à la confrérie des prescients, qui est tout simplement fort. On va avoir le stratagème prescience, puisque, en gros, on va utiliser ce stratagème soit à la phase de tir, soit à la phase de combat. Mais ça veut aussi dire qu'on peut faire les deux. Bon, ça coûte 2 PC, mais on peut le faire. Et en gros, jusqu'à la fin de la phase, on va pouvoir relancer les jets pour toucher de 1 et les jets pour blesser de 1. Donc, on va émuler un capitaine et un lieutenant pour seulement 1 PC par phase. C'est quand même assez fort. Le pouvoir va être la précognition fatale, qui est une malédiction qui va passer sur du 5 et qui va permettre de cibler une unité ennemie à 12 pouces ou moins du Psyker. Jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique, à chaque fois que l'unité ennemie fait un mouvement normal, bas en retraite ou advance, on jettera un dé. Sur 4, 5, elle prendra des 3 blessures mortelles et sur un 6, elle prendra directement 3 blessures mortelles. Chaque unité ennemie ne peut être ciblée qu'une seule fois par ce pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas lancer plusieurs fois un dé à chaque fois qu'elle effectue un mouvement. Le fait est qu'on n'oublie pas qu'avec la bonne marée, on va être capable de lancer plusieurs fois ce sort sur des unités différentes. Et quand on va commencer à se dire, je sais pas, tour 1, j'avance. Toi, quand tu bouges, tu as une chance sur 2 de te prendre des 3. Toi, quand tu bouges, c'est la même chose. Et toi, là-bas, on a vu aussi qu'il y avait un sort qui divisait ton mouvement par 2. Il y a quand même un monde dans lequel on va être capable justement de développer un gameplay autour de ça. Et ça risque d'être assez fun. Le trait de seigneur de guerre de ce sorcier est assez fort puisque, en gros, on va avoir une action psychique qui passera sur du 6 et si jamais c'est accompli, on gagnera tout simplement un petit PC. Ensuite, on passe à la confrérie des préservateurs. Le stratagème, ça va être la charge des anciens qui vaut 1 PC. C'est utiliser ce stratagème avant la bataille. On va pouvoir l'appliquer sur un Dreadnought. Celui-ci va avoir son mouvement qui va passer à 8. Il pourra relancer les jets de charge. Et en plus de ça, à chaque fois que la figurine combat, puisqu'il aura fait un mouvement de charge, blablabla, il aura plus 1 à sa caractéristique de dégâts sur ses armes de mêlée. À savoir qu'on ne peut utiliser ce stratagème qu'une seule fois si on a en moins de 1000 points et que justement, plus on monte dans le format, plus on va être capable de le faire sur des différents Dreadnought. Le pouvoir qu'on va avoir, c'est l'Aegis éternelle, qui est une bénédiction qui passera sur du 6, il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. À chaque fois que l'unité de ce psychiqueur est censée perdre un point de vie, jetez un D6. Sur un 6, elle ne le perd pas. Et tant que l'unité de ce psychiqueur est à 3 pouces ou moins d'un apothicaire chevalier gris, alors elle va avoir un insensible à la douleur à 5. Gentillet, on va dire. Et ensuite, le trait de seigneur de guerre va permettre tout simplement au personnage d'augmenter de 3 pouces la portée de ses aptitudes. Ensuite, on va passer à la confrérie des rapières. Le stratagème, ça va être efficacité mortelle qui vaut 1 PC. On va utiliser ce stratagème à la phase de combat. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité, un jet de touche de 6 fera une touche supplémentaire. On va donc débloquer indirectement la méga doctrine d'X-Space Wolf. Le pouvoir va être la frappe symphonique qui va passer sur du 6. Ça va être une bénédiction qui fait que jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, on ajoutera 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de l'unité de ce psycheur. Pas mal. Et ensuite, le trait de seigneur de guerre, ça sera court ou inéluctable qui fait que ce seigneur de guerre est éligible pour déclarer une charge même s'il a advancé à ce tour. On est ici sur une confrérie qui peut être assez séduisante, on va dire sur des formats assez spécifiques ou si on a envie de mettre tout dans la gueule de son adversaire. Clairement, je pense que le stratagème est moins fort que ce qu'on a vu précédemment, que le fait d'advance ses charges avec son seigneur de guerre, c'est bien, mais que finalement on peut aussi le mettre en téléportarium. Et on a déjà vu qu'il y avait moyen de fiabiliser les charges. Donc clairement, c'est séduisant, mais c'est vraiment pour moi
dans une optique où on va vouloir spam l'utilisation du pouvoir psychique pour se donner plus une attaque, ou quand on va commencer à charger et faire 41 attaques, là ça va quand même pas déconner. On passe ensuite à la confrérie des exacteurs. On va avoir le stratagème gardien séraphique. On va tout simplement pour un PC pouvoir faire des interventions héroïques avec les unités. On va avoir un pouvoir qui sonne comme extrêmement fort avec le feu de l'engagement, qui est un feu sorcier qui passera sur du 5. On va pouvoir choisir une unité à portée d'engagement du psycheur, jeter un dé pour chaque figurine de l'unité, et sur un 4+, ça sera directement une blessure mortelle. On l'a vu tout à l'heure, on avait un test d'endurance dans lequel on pouvait le faire. Là, ça sera sur du 4+. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un trait de seigneur de guerre générique qui va permettre d'augmenter sur les sorts de feu sorcier les dégâts de 1. Or, là, il est précisé que ça fonctionne. Ça fait qu'on fera directement 2 blessures mortelles pour chaque 4+, qu'on va pouvoir lancer. C'est très fort. Maintenant, il faut se rendre compte aussi que c'est à la phase de psy qu'il faut déjà être à portée d'engagement. Et c'est là où finalement, c'est fort, mais c'est pas ouf. C'est que globalement, on pourra l'utiliser que rarement. Soit on est justement englué et finalement les GK le gèrent bien, puisqu'ils ont beaucoup d'attaques. Soit ils vont avoir d'autres justement choses pour le faire. On va avoir des portails de désengagement, ils vont se remettre à 9 pouces, ils vont tirer, ils vont recharger et ainsi de suite. Donc c'est une fausse bonne idée, même si sur le papier ça peut être fort. Ensuite, on va avoir le trait de seigneur de guerre, serment du témoin, qui est une aura qui va permettre au seigneur de guerre d'ajouter 1 à sa caractéristique de commandement et d'humaniser à la braverie toutes les unités bases à 6 pouces ou moins de lui. Ensuite, on va avoir la confrérie des lames d'argent qui va avoir le stratagème condamnation adaptative. Utilise stratagème à votre phase de mouvement quand une unité base lame argent de votre armée bat en retraite. L'unité est toujours éligible pour tirer à ce tour, même si elle a battu en retraite. Ensuite, on va avoir le pouvoir précision temporelle qui est une bénédiction qui va se passer sur du 5 s'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. Toutes les armes Stormbolter, Bolter Storm 2 mètres et les reliques qui remplacent l'une et l'autre de ces armes de l'unité du psycheur sont traitées comme étant de type pistolet 4 et il y a une caractéristique de portée de 12. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien beau finalement de vouloir se déloquer si on est englué, mais là on va pouvoir le faire, parce que finalement, ce qui est englu, soit n'est pas très nombreux, et finalement quand on va être force 5 ou 6, à -2 ou -3 dégâts flat 2, on va s'en sortir, soit on est extrêmement nombreux, et finalement si on est extrêmement nombreux, c'est qu'on n'a pas une grosse endurance, et qu'on souffrira finalement de cette saturation de force 4 que les GK savent faire, et donc là pour le coup, ça sera tout simplement meilleur. Et le trait de seigneur de guerre, ça va être la perfection martiale, puisque au début de la phase de combat, si ce seigneur de guerre est à portée d'engagement de la moindre unité ennemie, il peut combattre en premier, et en plus de ça, on pourra relancer les jets de touche. Voilà donc pour les confréries. Clairement, il y en a 2 à 3 qui vont très bien comboter, qui vont être un petit peu au-dessus des autres, mais dépendamment de son envie et justement en termes de rejouabilité, ça va être quand même assez sympa de se dire qu'on va avoir les petits stratagèmes pour par exemple relancer les 1 pour toucher, relancer les 1 pour blesser. Si jamais on a envie de jouer des Dreadnought, alors on va pouvoir se faire plaisir. Donc clairement, c'est des confréries qu'on ne paye pas, qui implique pas de règles passives, c'est juste des choses en plus qu'on va pouvoir débloquer, donc c'est pas mal. On va maintenant passer à la sagesse des protagonistes. C'est tout simplement le fait de pouvoir payer des améliorations sur n'importe quel type de personnage tant que celui-ci n'est pas nommé. On va pouvoir choisir soit des visions de l'augurium, soit justement des dons de préscience. Et c'est assez sympa puisque contrairement justement aux autres codex où pour le coup on va être restreint à l'utilisation de ces bonus que sur certains types de personnages, on va penser au super succube, on va penser justement au super palatine, au super chanoinesse, c'est les sorts de bataille, au maître de chapitre par exemple, justement, ou au super apothicaire pour la SM. Là, c'est n'importe quel personnage qui va pouvoir justement aller puiser dedans, donc c'est vraiment pas mal. On va avoir sur les visions pour 30 points supplémentaires l'augure d'agression. On va tout simplement pouvoir choisir une unité base ou personnage à 12 pouces ou moins de la figurine qui aura cette amélioration, et celle-ci, quand elle tire en état d'alerte, touchera sur du 4+. Attention, quasiment l'intégralité de ces bénédictions ne sont utilisables qu'une seule fois par game, mais à la limite, pourquoi pas. On va ensuite avoir la faveur d'héroïsme qui va coûter 15 points et qui fait qu'on va pouvoir justement choisir une unité base à 12 pouces ou moins de ce personnage, et cette unité pourra accomplir une intervention héroïque. Donc c'est assez intéressant. On a vu tout à l'heure que une confrérie pouvait le faire pour un PC. Là, ça va tout simplement être pour 15 points. Ensuite, on va avoir le noble trépas qui va coûter 20 points. Une fois par bataille à votre phase de commandement, cette figurine peut avoir cette vision. Dans ce cas, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, elle va gagner l'aura noble trépas qui fait qu'on va pouvoir choisir une unité base ou personnage ami à 6 pouces ou moins de cette figurine. Elle gagnera objectif sécurisé. Rien à dire, si ce n'est que c'est super fort. Si on le claque sur un personnage parce qu'en face ils sont 15, mais qu'à côté de ça, il n'y a pas de super OP, vous mettez un doigt de pied et vous faites ça à votre adversaire. Soit alors vous êtes plus nombreux, mais il est super OP. On le rappelle au niveau justement de cette hiérarchisation au sein des figurines super OP, c'est que vous allez regarder sur un objectif s'il y a au moins une figurine super OP, et si jamais il y en a au moins une de chaque camp,
vous annulez cette règle et ça se joue au nombre de figurines. Donc vous pouvez très bien avoir 10 figurines non super OP, une figurine super OP et le mec en face 10 figurines super OP, vous le niquez. Et donc, encore une fois, je trouve que Noble Trépas pour 20 points, ça vous assure au sein de votre liste ce levier-là de vous assurer de vendre, de prendre, de voler un objectif. Donc c'est quand même vraiment pas mal. À voir derrière si on a globalement 50 points dans sa liste, puisqu'on a aussi quelque chose qui est très fort, qui sera justement le dernier que je vais le faire tout de suite. On va parler de prédiction du disposant. Tout simplement, ça va coûter 30 points et derrière, c'est après le déploiement des deux camps, choisissez jusqu'à 3 unités base chevalier gris de votre armée et redéployez-les. Si la mission autorise à la mise en renfort, vous pouvez les mettre en renfort sans pour autant que ça vous coûte soit des PC, soit pour autant justement par rapport à cette valeur de 50% de figurines qui doivent être sur la table. Et ça fait que c'est génial. Alors attention, si jamais votre adversaire a une projection de malade et qu'en plus de ça, il a l'initiative parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas qui va commencer la game, il peut vous niquer et vous empêcher complètement de rentrer sur la table si jamais il arrive à faire que des bulles de 9 pouces d'interdiction sur celle-ci. Mais si vous jouez contre une armée, je pense à la Death Guard par exemple, qui n'a pas énormément de projection, vous allez vous faire plaisir, vous allez quasiment rien avoir sur table et donc vous allez être capable de mettre toute votre armée à 9 pouces ou moins de lui derrière. Donc globalement, c'est super fort et je pense que pour la latitude de jeu, aussi bien offensive que défensive, qu'octroie justement ce pouvoir, pour 30 points, c'est auto-include. Donc vous jouerez systématiquement, peut-être pas en 1000 à 970 points, mais en tout cas à 2000, vous jouerez à 1970 points parce que c'est bien trop fort que de se dire que vous êtes capable de redéployer. Redéployer, c'est mettre en téléportarium, mais c'est aussi tout simplement faire des refus de flanc. C'est aussi tout simplement reculer ou avancer si vous voyez qu'en fait vous êtes frileux par rapport à l'avant-garde de votre adversaire. Donc voilà, c'est une réponse qui est quasiment tout le temps fort. Des codex longs pour 2 ou 3 PC, vous l'avez pour 30 points. C'est juste super fort. Donc derrière, pour revenir un petit peu justement à Noble Trépas, qui est le fait pour 20 points de pouvoir en donner une unité super OP, c'est là-dessus que vous allez voir. Est-ce que vous allez avoir 30 points dans votre liste ou 50 points? Et c'est là justement que vous allez choisir. Ensuite, on va avoir le signe d'incursion qui coûte 30 points aussi, qui est une fois par bataille. Vous allez pouvoir, à la manière d'un scan d'Ospex, c'est-à-dire à la phase de renfort adverse, dès qu'une unité arrive, dire « toi tu as 12 pouces, je te tire dessus ». C'est usage unique. C'est assez intéressant puisque pour le coup, il n'y a pas de notion de portée par rapport aux personnes ayant cette bénédiction. Par contre, il y a une notion de portée par rapport à l'unité qui va tirer dessus. C'est globalement bien. Encore une fois, ça dépend des adversaires. Au moins, ils ont un scan de specs gratuit en PC, donc pourquoi pas. Encore une fois, ça dépendra de est-ce qu'on préfère prendre Noble Trépas, prédiction. Quand au bout d'un moment, on commence à donner quasiment 100 points de sa liste juste pour des capacités passives, même si ça peut changer la game, faut mieux mettre des unités. Ensuite, on continue avec la paralysie présagée qui coûte, elle, 15 points. Une fois par bataille, au début de votre prochaine phase, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie et celle-ci ne pourra pas tirer en état d'alerte. Et c'est pareil, c'est très très fort. Le fait est que se dire que mon personnage qui a la bénédiction, il est caché là-bas et que toi tout là-bas, je vais débarquer, t'as des lance-flammes, t'as n'importe quoi, j'ai pas de mur pour faible derrière toi et si je suis en infanterie, justement de pouvoir charger à travers. Là pour 15 points, c'est ta gueule les règles, tu n'as pas le droit d'utiliser ton PC de contre-charge. Honnêtement, je trouve que pour le coup, celui-là aussi est très intéressant. À voir, c'est de leviers intéressants, mais ça coûte des points. Il va falloir les tester. Peut-être se dire, au début, je vais prendre quasiment que du super OP parce que c'est flatteur. En fait, ça fait plaisir de pouvoir se dire, toi, t'es super OP. C'est flatteur de pouvoir dire scan de specs. C'est flatteur de pouvoir se dire redéploiement. Je pense qu'une fois qu'on a goûté au redéploiement, c'est très compliqué de ne pas l'avoir quasiment à chaque fois. Mais là, le fait dans un style de gameplay ou alors dépendamment d'un cercle consanguin de joueurs qui est de se dire, écoute, moi, je joue toujours contre un mec qui a des lance-flammes et ainsi de suite, je vais le prendre. C'est quand même un levier en plus, donc c'est pas mal. On passe ensuite au don de Prescience. Là, pour le coup, on va avoir éclat du nom véritable. Ça vaut 10 points comme amélioration. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité démon ennemi à 6 pouces ou moins du porteur et l'unité ne sera éligible alors que pour combattre qu'une fois que toutes les autres unités l'auront fait. Le fight first, là plutôt le fight last à 6 pouces est fort. Maintenant, c'est situationnel, c'est sur les démons. Comme ce genre d'amélioration doit être écrit sur la liste et que vous ne savez pas contre qui vous allez jouer, si ce n'est, si vous savez que vous allez jouer contre un joueur démon, vous le mettrez. Ça serait pas fair de faire une liste contre une liste spécifique de votre pote. Mais à la limite, jusqu'à décembre, janvier, à la limite, pourquoi pas lui mettre dans le fion. Mais celui-ci a aussi des stratagèmes fleuve contre le chevalier gris, donc à la limite, mettez-vous d'accord en disant, si je le fais pas, tu le fais pas. Ou au moins jusqu'à décembre et janvier. Ensuite, on va avoir bombe temporelle. Celui-là, pour le coup, je le trouve vraiment stylé. Je ne sais pas s'il est fort, mais en tout cas, il est fun. Avant la bataille, on va noter secrètement un élément de terrain sur le champ de bataille qui ne doit pas être justement dans la zone de déploiement adverse. Dès que l'adversaire va s'en approcher, on va pouvoir jeter un petit dé et derrière, sur un 2+, lui faire D3 blessures mortelles. Ça coûte 15 points.
Encore une fois, à voir si dépendamment des visions, on va pas mettre trop de points dedans. Mais en tout cas, je vois bien son adversaire vous demander au début de la partie en disant sur ta liste, est-ce que tu as pris la bombe temporelle? Toi, tu pourras lui faire non, non. Il fait, bah alors pourquoi tu notes un truc sur une feuille de papier? Rien, c'est un pense-bête. Et derrière, lui faire des 3 blessures mortelles. Voilà, ça va pas changer la game, mais ça instaure un petit peu de fun dans Warhammer 40 000 et j'aime beaucoup ce concept-là. Ensuite, on va avoir le serviteur du trône qui coûte 30 points. Et en gros, ça va être une fois par bataille, une fois que le porteur va être choisi comme cible jusqu'à la fin de tour, lui octroyer une sauvegarde invulnérable à 3+. Donc encore une fois, c'est fort. Ça peut indirectement, ça peut indirectement tronquer le fait de claquer un PC supplémentaire pour aller chercher une relique par des coups en points réels et ainsi pendant un tour d'avoir une sauvegarde invulnérable à 3+. Ensuite, on va avoir Dépouilleur de Majesté, c'est une amélioration qui va coûter 15 points qui va permettre de choisir une des armes à bolt du porteur une fois par game. Si jamais il décide de tirer sur un démon, il fera qu'un seul tir, mais si jamais il touche, alors le démon n'aura plus du tout d'aptitude d'aura. Ensuite, on va avoir une amélioration assez sympathique. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est systématiquement tronquer des points d'armée versus des stratagèmes, donc des points de commandement. La gemme de Takub, donc pour 15 points, va vous permettre, à une phase où vous allez lancer des sorts avec un personnage, de pouvoir, sur l'intégralité des sorts lancés dans le domaine Dominus, d'ajouter +2 au sort. Donc clairement, c'est très bien. J'en parlais tout à l'heure, il va exister des stratagèmes qui justement vous permettent de lancer 3D, de défausser le plus bas et ainsi de suite, sauf que ça coûte des PC. Là, ça va coûter des points d'armée. Ça sera au fur et à mesure des games que vous choisirez ou non, justement, soit de claquer des points et donc d'avoir moins de ressources, soit d'avoir plus de PC derrière. Et ensuite, dernier don de prescience, ça va être la bolt de rupture. Elle coûte quand même 30 points. En gros, derrière, ça va permettre, quand on a une arme à bolt, de pouvoir tirer avec l'arme à bolt de rupture directement, de tirer sur un personnage, d'ignorer la règle attention messire, et derrière, de pouvoir lui faire des 3 blessures mortelles, et si la cible est un psyker, de jeter 3D, et si le résultat est supérieur à sa caractéristique de commandement, alors de prendre un de ses pouvoirs et de lui faire oublier. Donc c'est cher, c'est situationnel, mais c'est putain de sympa quand même. On a fait le tour ici des améliorations. Comme vous avez vu, il y a quand même des choses qui vont être très structurantes, soit qui vont créer un totem, soit qui vont buffer l'intégralité de l'armée avec du redéploiement, avec le fait de rendre super OP, et ainsi de suite. Et on est sur une armée qui, même si elle a perdu un petit peu, comme je disais tout à l'heure, de sa splendeur au niveau de sa projection et de ce qu'on appelle l'Alpha Strike, on a quand même encore moyen de projeter chez l'adversaire, au moins grâce à un portail, justement des unités de 10 avec 20 points de vie, 40 tirs de force 4, potentiellement 30, voire 41 attaques de force 5 ou 6, PA-2 ou -3, dégâts flat 2. Et potentiellement, justement, d'être super OP, potentiellement de le faire dès le tour 1 avec plusieurs unités, avec un mouvement d'avant-garde. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire par rapport à ces petites améliorations. Je trouve que ce qui est sympa et ce qui va apporter aussi une forme de maturité aux joueurs GK, c'est justement cette lecture qu'ils vont avoir et de se dire, peut-être qu'au début, je préférais claquer des points et je pensais avoir suffisamment de stratagèmes pour le faire, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir aiguiller leur gameplay, et je trouve ça assez sympa. On reste dans les personnages et on va maintenant passer au trait de seigneur de guerre. Bien évidemment, il existe un stratagème qui permet à plusieurs personnages d'avoir des traits de seigneur de guerre. Le premier générique va être le tueur de démons. À chaque fois que ce seigneur de guerre combat et qu'il fait un mouvement de charge ou qu'il fait blablabla, il va gagner plus une attaque. Et en plus de ça, il va, si jamais il tape une figurine démoniaque, lui interdire les sauvegardes invulnérables. À la limite, encore une fois, on verra cette fin d'année comment tourne le méta, mais les figurines démoniaques aujourd'hui sont des primarques. Donc à la limite, pourquoi pas se faire des petits chasseurs de primarques, mais quand on voit la tankiness de ceux-ci, c'est pas un seigneur de guerre qui, même s'il va avoir une forte PA, ne va pas être capable de faire dans les 18 PV. Il va changer quelque chose. Mais bon, à la limite, à voir comment est-ce que ça évolue. Ensuite, on va avoir comme deuxième trait de seigneur de guerre le marteau du juste, puisque à chaque fois que ce seigneur de guerre fait une attaque de mêlée, s'il fait un mouvement de charge et accomplit une intervention héroïque, blablabla, il aura +1 à ses jets de blessure. Pareil, ça peut être pas mal. Ensuite, on va clairement avoir le trait de seigneur de guerre le plus fort, c'est l'enclume de dogme qui est une aura qui fait que toutes les unités bases à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre seront super OP. Je le disais au début justement de cette analyse, ici on n'est pas sur un codex supplément, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller taper dans les traits de seigneur de guerre des Space Marines génériques. Or, un de leurs meilleurs traits de seigneur de guerre, c'est le fait de pouvoir donner super OP à une unité qui ne l'est pas. Là, c'est en bulle, c'est-à-dire que ce n'est pas une unité, mais c'est l'intégralité des unités. Donc c'est quand même très très fort. C'est quasiment celui-là qu'on prendra de manière auto-include. Ensuite, on va avoir un trait de seigneur de guerre très intéressant pour justement synergiser aussi la mise au contact des différentes figurines de l'armée, puisque ce seigneur de guerre va ajouter un à ses jets d'advance et de charge. Et en plus de ça, si le seigneur de guerre a fait un mouvement de charge jusqu'à la fin du tour, les unités bases qui déclarent une charge contre la même unité que le seigneur de guerre auront +1 à leur jet de charge. Il faut juste imaginer qu'en fait, vous allez faire arriver en général du téléportarium
ou sorti d'un rhino, votre seigneur de guerre qui va charger en général 1 ou 2 unités, et que comme ça, toutes les unités qui seront arrivées à 9 pouces chargeront à 8, plus tous les mécanismes de reroll, vous serez quasiment à 75 ou 80% de chance de réussir votre charge. Ensuite, on va avoir le seigneur Némésis. À chaque fois que ce seigneur de guerre fait une attaque de mêlée avec une arme Némésis, un jet de touche non modifié de 6 blesse automatiquement la cible. De la merde. Et quintessence psychique. Au début de chacune de vos phases psychiques, choisissez une unité psycheur amie à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'un pouvoir de feu sorcier est utilisé, on améliorera de 1 les dégâts appliqués. Celui-là aussi est très 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 fort. Donc en gros, on a clairement 3 traits de seigneur de guerre qui se séparent. 1, le fait de pouvoir rendre super OP toutes les figurines autour du seigneur de guerre. C'est juste super fort. 4, le fait de pouvoir fiabiliser les charges en zone au sein du seigneur de guerre. C'est peut-être celui qu'on prendra le moins parmi les 3. Et ensuite, quintessence psychique, qui permet tout simplement d'envoyer une chienne mortelle. Il faut juste imaginer qu'à partir du moment où vous êtes à côté de ce seigneur de guerre, vous lancerez par sort une blessure mortelle supplémentaire. On l'a vu tout à l'heure, on va avoir les châtiments, qui vont pouvoir s'incrémenter certes en termes de difficulté, mais à 18 pouces, faire statistiquement 2 blessures mortelles. Là, vous passez à 3. C'est un tiers de létalité par sort. Derrière, on l'a déjà vu, mais on va avoir la flamme purificatrice, qui fait 3 dégâts flats. Là, vous allez passer 4 dégâts flats. À 9 pouces, certes, de l'unité, mais mince, vous allez faire un château qui va envoyer une chienne mortelle, il n'y a rien qui va y survivre. Ça, plus le fait que si vous êtes dans votre château, si vous êtes à portée de sort, vous êtes à portée de corps à corps, vous allez vraiment envoyer. On passe maintenant aux litanies de pureté. Je rappelle malheureusement que les chevaliers gris n'ont pas accès au fameux justement chapelain à moto qui lui permet d'avoir une grosse projection. Là, on va avoir accès à des chapelains à pied qui vont par exemple pouvoir être mis en téléportarium. Ils ont surtout accès au chapelain en armure Terminator édition limitée avec ses petites têtes de mort qui est juste complètement dingue en termes de figues. Là en plus, il y a un petit dessin de lui en armure métallique. Il ne sera pas en noir bien évidemment. Mais là, il est en GK et c'est stylé. Je rappelle que même si finalement les moyens de projection des chapelains justement, vont être le téléportarium et qui fait que justement une litanie sera lancée au début de la phase de commandement sur un 3+. C'est vrai que s'il est en téléportarium, il arrivera à la fin de la phase de mouvement, il ne sera pas sur la table pour le faire. Il existe toujours le stratagème qui, pour 2 PC, vous permet à une phase autre que celle de commandement, de pouvoir automatiquement passer une litanie. La première prière va être le mot de pouvoir. Si cette litanie réussit, choisissez unité, base ou personnage chevalier gris à 6 pouces ou moins de ce prêtre. À chaque fois qu'une figurine de l'unité choisie effectue une attaque de mêlée avec une arme à Némésis, un jet de blessure non modifié de 6, blesse la cible une fois supplémentaire. Je rappelle quand même qu'on est dégâts 2, donc c'est pas mal. Et en plus de ça, si jamais le courant de convergence était actif, vous ferez quand même votre blessure mortelle. Et alors là, je peux vous dire que votre adversaire et vous-même allez clairement observer s'il y a des 6 sur la table, parce que vous allez passer juste potentiellement dégâts flat 3 avec la synergie qu'on a vu tout à l'heure. Là, pour chaque 6, vous allez faire 2 blessures dégâts flat 3, et en plus de ça, vous allez faire une mortelle. Ok, je pense que ça va être quand même assez jouissif. Enfin, faut se rendre compte que avec ce genre de choses, et les craquages sont possibles, 5 mecs font 15 patates, il suffit que vous fassiez sur les blessures 3-6, le mec se décompose. C'est quand même assez rigolo. Ensuite, on va avoir l'amphienne de guidage, puisque si cette ligne litanie est réussie, choisissez une unité base ou personnage chevalier gris à 6 pouces ou moins de ce prêtre. À chaque fois qu'une figurine de l'unité effectue une attaque de tir, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs au jet de touche et à la capacité de tir. Celui-là, pour le coup, est pas mal, puisque la grosse doléance qu'on a au niveau des GK, et notamment justement des figurines infanterie qui manipulent des armes lourdes, on pense à l'expurgator, on pense au psycanon, et il touche à 4, c'est con. Et là, au moins, ils continueront de toucher à 3, donc c'est pas mal. Ensuite, on va avoir le psaume de portée, qui est une aura, qui fait que si cette litanie est réussie, tant qu'une unité base ou personnage chevalier gris est à 6 pouces ou moins de ce prêtre, à chaque fois qu'une figurine de l'unité effectue une attaque de tir sur un jet de blessure non modifié de 6, amélioré de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque. C'est pas ouf. Maintenant, c'est aussi une des rares, justement, sources d'impact avec la force 4. On le verra, il existe toujours le stratagème munition psy, mais derrière, vous allez juste faire des blessures auto sur du 6 pour toucher. Donc là, ça risque de donner un petit peu d'impact, mais... Voilà, vous allez faire 6 blessures PA-1 sur 40 tirs. J'ai du mal, hein. C'est pas folichon, quoi. Ensuite, on va avoir une litanie assez intéressante qui va avoir 2 effets, en tout cas, puisqu'on va pouvoir choisir une unité à 6 pouces ou moins du prêtre, ami ou ennemi. Si celle-ci était impactée par un sort, ce sort, justement, ne l'affecte plus. Bien comme mal, d'ailleurs. Et en plus de ça, l'unité sera insensible au pouvoir psychique. Donc,
assez intéressant comme mécanisme de jeu qu'on voit ici. Ensuite, on va avoir la récitation de projection. Si cette litanie est réussie, choisissez unité base ou personnage ami à 6 pouces ou moins de ce prêtre. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, ajoutez 6 pouces à la caractéristique des armes à bolt et psy dont les figurines de cette unité sont équipées. Ajoutez 6 pouces à la caractéristique de portée des armes à bolt et psy dont les figurines est impactée. Si jamais le courant de convergence qui augmentait déjà la portée est appliqué, alors ça sera uniquement 3 pouces de portée sur les armes à bolt. Mais le fait est quand même que ça permet d'augmenter la projection. Donc à la limite, pourquoi pas. Ça va permettre des petites choses assez sympas, mais en fait, on n'est pas obligé de se mettre à 9 pouces de l'adversaire quand on arrive, même quand on a envie de lui saturer la tronche. Et bah donc là, le fait de passer la portée courte des armes à tir rapide d'un petit peu plus loin peut vous permettre de jouer un petit peu plus défensif, d'arriver dans une ruine pour être à sauvegarde à 2 par exemple. Donc c'est pas mal. On se rappelle que, on l'a vu tout à l'heure, mais il existe une synergie dans laquelle vous allez être capable de tirer en état d'alerte sur du 4+. Donc en fait, il y a quand même des choses à faire, c'est-à-dire le fait d'arriver dans une ruine pour être sauvegarde à 2. Potentiellement sauvegarde à 1, on l'a vu tout à l'heure avec le sort, de se dire derrière, je tasse-mate là au tir. Toi, quand tu vas me charger, je vais pouvoir tirer en état d'alerte. Franchement, il y a quand même des choses à faire là-dessus. Et enfin, le dernier, ça va être l'invocation focale, qui est une aura, qui fait que si cette litanie est réussie, tant qu'une unité base ou personnage ami est à 6 pouces ou moins de ce prêtre, à chaque fois que vous tentez de lancer un pouvoir psychique de bénédiction, ajoutez 1 au test psychique de la tentative. Je trouve ça très dommage que ça soit limité à la bénédiction. Malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, il n'existe pas énormément de moyens, si ce n'est des stratagèmes, de pouvoir justement fiabiliser les sorts. Celui-là en est un. Si ça permet de passer par exemple le portail sur du 6, l'amélioration de sauvegarde, bah pareil, avec +1, que derrière on va utiliser le stratagème et jeter 3D et défausser le plus bas. Enfin voilà, ça va quasiment passer des sorts auto-passés. Et mine de, vous allez avoir besoin de ce genre de mécanisme-là. Maintenant, on est sur une armée où finalement les personnages peuvent coûter un petit peu cher, en tout cas 100 points minimum, sauf Crow qui est à 90. Est-ce qu'on a envie d'avoir un prêtre uniquement pour ça? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a mieux à faire, justement, on l'a vu tout à l'heure. Donc, à voir. On passe maintenant aux reliques qui viennent de Titan. Pour le coup, il y a beaucoup d'armes. Ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop de pouvoir créer un totem ton, que ce soit au tir, au corps à corps. Je vous laisse justement les regarder. On va plutôt justement parler des reliques qui peuvent impacter clairement le champ de bataille ou l'issue d'une partie. Une anecdotique, ça va être la bannière de flamme purifiante, c'est une figurine doyen, on va pouvoir en gros sur un sort balancer des 3 blessures mortelles sur les unités qui sont à 6 pouces ou moins de lui, ça limite, on s'en fout. On va avoir le Domina Liberté, Domina Ikai, qui va permettre justement d'être un repoussoir à FEP pour les unités de démons. Encore une fois, à voir comment est-ce que le méta en fin d'année évolue. Ensuite, on va avoir l'éclat séraphique que je trouve très intéressant. En gros, à chaque fois qu'on va faire une abjuration avec le personnage qui est doté de cette relique, si jamais on fait un 8 ou plus, quelle que soit la valeur de lancement du sort, il sera conjuré. Donc celui-là, pour le coup, peut être assez structurant. Après, attention, c'est un test de 8 non modifié, c'est-à-dire qu'on ne bénéficie pas justement de l'aptitude générale de l'armée. Ensuite, on va avoir la crypte qui fait que le porteur peut tenter d'accomplir une action psychique qui passera alors sur du 5 et qui va permettre de choisir une unité base et de lui donner tape en premier. Encore une fois, on est clairement avec Warhammer 40 000 version 9 dans un méta de fight first, fight last, c'est-à-dire tape en premier où toi, tu ne tapes que quand toutes les unités ont été activées. Sous-entendu, tu n'as même pas le droit d'interrompre la phase avec le stratagème générique qui vaut 2 PC. Là, on va être capable, grâce à un sort finalement, de pouvoir justement donner tape en premier à une unité. Donc pour le coup, celui-là peut être intéressant. On va avoir aussi le saut d'exigence qui est un peu moins fort, on va dire, que les mécanismes des arlequins, mais qui va permettre une fois par bataille à la phase de tir adverse, quand le porteur est choisi comme cible, de pouvoir le prendre et de le replacer n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu justement au démon des Eldar qui lui permet de pop un peu partout dès qu'il y a eu un mort. Là, en l'occurrence, c'est dès qu'il est pris pour cible. Donc, si le mec oublie, on pense à ces messieurs qui peuvent justement être porteurs d'artefacts, il y a quand même des choses qui vont pas faire rire. Là où pour le coup c'est assez bien écrit et c'est assez faire, si jamais on prend la figurine, qu'on la retire et que la cible qui voulait tirer n'est plus éligible à tirer dessus parce qu'hors de portée, parce qu'en dehors de la ligne de vue, il a le droit alors de choisir une nouvelle cible. Mais c'est quand même des artefacts qui sont intéressants dans leur mécanisme de jeu. Ensuite, on va avoir le sceptre de suprématie qui est figurine équipée d'un sceptre de force Nevis seulement. On va gagner l'aura qui est une aura à 18 pouces qui fait qu'à chaque fois qu'un psyker fait un test psychique avec un double, c'est considéré comme un péril du warp. Celui-là, je trouve vraiment fort. Enfin, ça vous fait clairement une bulle d'interdiction donc de 18 pouces de rayon, soit 36 pouces de diamètre, dans lequel, en fait, justement, chaque double est un péril du warp. C'est très très fort. Ensuite, on va avoir quand même de quoi transformer un totem en totem très tanky avec le brassard, qui va permettre justement d'avoir un Feel No Pain à 4 sur les blessures mortelles et de diminuer les dégâts subis de 1. Encore une fois, sur ce genre de figurine, c'est très fort. On va avoir la matrice annulatrice d'artisan, pareil, qui est très très forte.
figurine d'archiviste seulement, qui fait que le porteur gagne l'aptitude matrice d'annihilation, qui fait qu'à 9 pouces de lui, dès qu'on tente de faire un test psychique, c'est un péril du warp. What the fuck, quoi. C'est super fort. Après, encore une fois, c'est 9 pouces, c'est pas énorme. Mais putain, si l'autre s'en rappelle pas, le voit pas, ça va le forcer systématiquement à reculer de votre archiviste. C'est quand même une bonne relique. On passe maintenant au stratagème. J'en parlais tout à l'heure, on va commencer par la canalisation psychique. Ça vaut 1 PC. Utilisez ce stratagème à votre phase psychique quand une unité psycheur de votre armée est choisie pour manifester des pouvoirs psychiques. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque test psychique pour l'unité, jetez un D6 supplémentaire et défaussez un D. Je vais tout de suite le mettre en adéquation avec 2 autres stratagèmes. Le premier, ça va être les puissants adeptes pour 1 PC. On va l'utiliser aussi à la phase de psy. On va l'utiliser aussi quand une unité psycheur tente de manifester des sorts. Et on va tout simplement augmenter de 6 pouces leur portée. Et je vais tout de suite mettre le premier et le deuxième en adéquation avec un autre stratagème qui va être la focalisation mentale, qui pour 1 PC va permettre tout simplement à une unité chevalier gris psycheur de lancer un pouvoir supplémentaire. Et ben ça va passer beaucoup, hein. Donc voilà, ça va coûter certes 3 PC, on n'est pas obligé de les utiliser tous en même temps, mais on n'oublie pas que justement au niveau de ces vecteurs de puissance psychique, on va avoir ces 3 leviers là. Ensuite, on va avoir offensive psychique pour 1 PC. Utilisez ce stratagème à la phase de tir quand une unité psycheur chevalier gris de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine de l'unité effectue une attaque de tir avec une arme à psy, ajoutez 1 à la caractéristique de force de l'attaque et améliorez d'1 sa caractéristique de pénétration d'armure. C'est un stratagème, on dirait pas comme ça, mais clairement, il va transformer des figurines au tir qui sont OK en putain de machine à peindre. Si on regarde un petit peu justement les profils des psycanons, on va avoir le psycanon standard à 24 pouces, lourd de 3, force 7, PA-1, dégâts 2, et le psycanon lourd qui va être lourd 6, force 8, PA-2, dégâts 2. On l'a vu tout à l'heure, assez facilement, on a moyen d'augmenter les dégâts des psycanons, enfin des armes à psy de 1. Sous-entendu, le psycanon avec ce stratagème pour 1 PC va passer force 8, PA-2, dégâts 3. Et le psycanon lourd va passer force 9, PA-3, dégâts 3. On a aussi vu, si on veut l'utiliser par exemple sur des escouades de Purgation, qu'on va être capable de jouer 4 psycanons, donc on va être capable de faire 12 tirs. Le fait est qu'on a aussi vu tout à l'heure qu'il y avait une synergie pour ne pas avoir de malus, pour pouvoir tirer et bouger avec des armes lourdes. Lui s'en fout. Il est véhicule, le fait est que même les Purgation vont pouvoir en bénéficier. C'est pour un PC un levier énorme justement par rapport à l'impact que vous allez avoir, qui va se synergiser avec le plus 1 dégât certes, mais qui va débloquer plein de paliers intéressants. Donc vraiment, c'est un stratagème qu'il ne faut clairement pas sous-estimer. Ensuite, on va avoir un stratagème qui s'appelle la mort venue du warp. Contrairement à la mort venue du ciel, pour un PC, on va pouvoir l'utiliser sur une unité GK Psyker qui est arrivé justement des renforts à ce tour. Et jusqu'à la fin de la phase de tir, on va lui donner plus 1 pour toucher au tir. Voilà, GG. Pour 2 PC, vous allez faire tir de force 9, PA-3, dégâts flat 3, sur du 2+, base, reroll des 1 potentiel. Allez, salut, quoi. En termes de stabilité, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir comme stratagème générique, on va dire justice finale pour 2 PC, le fait que si un personnage n'a pas été activé et que celui-ci meurt, il va quand même pouvoir taper. On va avoir l'ombre des légendes impérissable qui fait que pour 1 PC, on va être capable de donner un Dreadnought, la reroll des 1 pour toucher à 6 pouces de lui ou la reroll des 1 pour blesser. On en parlait encore une fois tout à l'heure, on est sur un codex à part entière, donc il se devait de migrer certains stratagèmes, on va dire iconiques des Space Marines à l'intérieur de celui-ci. Ça va me permettre d'enchaîner aussi avec une petite doléance, c'est le fait que par exemple le stratagème transhumanité qui permet à une unité de type infanterie de n'être blessée que sur du 4, 5, 6, quelle que soit justement la force de l'attaquant, là va coûter de base 2 PC et 3 PC si on les utilise sur une unité avec des effectifs renforcés. C'est littéralement 2 fois plus cher que celui des Space Marines quand on les joue par 5. Pour moi, ça n'est absolument pas justifié. Maintenant, c'est vrai que dans ce codex, comme il n'y a pas de primaris, c'est applicable à toutes les unités de type infanterie. Pour continuer dans les personnages, il existe le stratagème Heure de Gloire qui va permettre à un personnage chevalier gris d'augmenter sa valeur de portée de 3 jusqu'à un maximum de 12. On a vu tout à l'heure qu'il y avait déjà justement un mécanisme pour pouvoir le faire. Ensuite, on va avoir différents stratagèmes comme d'habitude, le fait de pouvoir donner une relique supplémentaire à un deuxième personnage, le fait de pouvoir choisir un autre personnage pour un trait de seigneur de guerre, et aussi ici le fait de donner 2 traits de seigneur de guerre à un personnage. Et quand on voit justement les totems à peindre qu'on est capable d'avoir aussi bien pour leur tanking que le fait que justement c'est des mecs qui veulent potentiellement encore une fois sortir un IK comme ça, c'est pas mal de se dire que le mec va pouvoir avoir 2 traits de seigneur de guerre. Le fait que je sais pas, il va pouvoir dire toi t'es super OP copain, je diminue les dégâts subis de 1, j'ai un insensible contre les mortels, enfin voilà. Le fait d'avoir accès à plusieurs traits de seigneur de guerre va lui offrir une latitude de jeu assez intéressante pour un PC en plus sur votre liste. Donc clairement, j'aime bien cette latitude, plus de reliques c'est ok, mais 2 traits de seigneur de guerre, tous les codex ne peuvent pas le faire et ça c'est fort. Ensuite, on
va avoir comme stratagème par exemple Nimbé du feu de l'âme pour un PC, on va l'appliquer sur une unité base qui vient d'être placée sur le champ de bataille. Alors jusqu'au début de votre prochain tour, elle aura -1 pour être touchée, c'est quand même pas mal, ça marche au tir et au corps à corps. On va aussi avoir un sort assez intéressant qui est Préscience martiale qui coûte un PC qu'on va pouvoir utiliser sur une unité chevalier gris qui a préparé sa défense quand il est choisi pour être la cible d'une attaque suite donc à une charge qui a été faite sur le tour subséquent. J'utilise des mots compliqués pour rendre ça encore plus chiant, mais le fait est quand même qu'à chaque jet de sauvegarde non modifié de 6, vous allez pouvoir infliger une blessure mortelle à votre adversaire. Et à Warhammer 40 000, on est obligé de taper. Donc pour le coup, pareil, c'est un truc qu'on utilisera rarement, mais j'en sais rien. Le mec, il lui reste un PV avec un personnage, il se met 6-7 attaques dans votre cul, il vous reste qu'une figurine, il fait « Ah ouais, ok ». Et ben, tu sais quoi, j'ai plus de sauvegarde, je vais quand même lancer des dés pour savoir si je peux faire des 6 non modifiés et ainsi te faire une ou deux blessures mortelles, bâtard. Et ça, c'est cool. Ensuite, tout comme lors du Psychic Awakening, on a le stratagème progression d'acier qui pour 2 PC va s'utiliser sur une unité d'infanterie chevalier gris. Celle-ci sera considérée comme étant restée immobile. En gros, ce que vous allez pouvoir faire pour faire des alphas assez intéressantes, c'est par exemple le fait de se dire que tour 1, j'envoie une unité de 10 avec justement le portail. Je vais donc directement faire 40 tirs avec une escouade, et derrière, l'escouade qui va être derrière, pourquoi pas dans une ruine et ainsi de suite, va se mettre à 23,9 pouces, claquer ses 2 PC, c'est quand même assez cher, mais c'est quand même assez chouette, et faire aussi 40 tirs. Ça veut dire que très facilement, avec des synergies simples, même en petit format, vous êtes capable de faire 80 tirs dans le cul de votre adversaire tour 1. Si c'est des armées populeuses, ils vont pas kiffer du tout. Hein. Ensuite, on va avoir protection, puisque pour un PC, vous allez pouvoir, lors d'une dissipation, jeter un D6 supplémentaire et défausser le plus bas. C'est la version défensive de la version offensive qu'on a vue tout à l'heure. On va aussi retrouver le stratagème iconique, à savoir munition psy, qui fait qu'à chaque fois qu'on va tirer justement avec une arme à bolt, un jet de touche non modifié de 6 blessera automatiquement la cible et on améliorera de 1 la pénétration d'armure de l'attaque. Si l'unité contient 6 figurines ou plus, alors ça coûtera 2 PC. C'est là où je trouve que le bas blesse. Le problème, c'est que historiquement, c'était aussi plus 1 en force. Là, on a trongué le 6 pour toucher qui blessera automatiquement. C'est bien, parce que c'est vrai que si on commence à faire les stats, on perd pas énormément. C'est-à-dire que si on utilise, alors ça coûte 2 PC, c'est cher, mais sur 40 tirs, vous allez faire 6 blessures automatiques. Sauf que finalement, ça n'est bien que sur certains paliers de force. Donc un petit peu déçu aussi par munition psy. Jamais l'idée avant d'avoir de la force 5, ça permettait justement aussi de fiabiliser les jets pour blesser avec l'équivalent d'un lieutenant ou d'un dreadnought qu'on passait à lieutenant à côté, et ainsi de suite. Donc c'est cher en PC. Donc à voir vraiment si on l'utilise dans les mêmes conditions qu'avant, où ça nous permet de dégueuler un nombre de tirs incroyable sur son adversaire avec une grosse force. On a fait le tour des stratagèmes qu'on va appeler génériques. On s'attellera justement sur les stratagèmes qui vont être liés à certains datasheets quand on justement arrivera là. On se rend quand même compte qu'on a des stratagèmes qui coûtent pas très cher, qui vont être capables d'appuyer très fort. J'en parlais tout à l'heure par exemple avec le fait d'augmenter la force et la PA des armes d'Apsi. On va aussi avoir plein de petites synergies au sein des différents sorts et vous verrez, ça va continuer dans ce sens-là avec justement les unités génériques. On va maintenant passer à, pour moi, peut-être la vraie doléance finalement de ce codex, c'est les règles du chapter approve. On ne retrouve ici que 3 objectifs secondaires, dont un qui est uniquement fluff et qui va faire très mal aux démons. Mais on n'est pas fan ici justement des choses qui sont situationnelles et qui vont mettre juste dans le cul de l'adversaire Michel que vous voyez une fois par mois le dimanche et qui va jouer démon. Donc ça c'est un petit peu dommage. On considère aujourd'hui qu'un codex est fort parce qu'il gagne des parties en marquant des points grâce au scénario. Et les objectifs secondaires sur un codex qui est capable de mettre quasiment 10 ou 15 points systématiquement sur ce secondaire-là, c'est fort. Or, là, sur les 3, vous allez voir, c'est un petit peu mitigé. Le premier, ça va être éliminer l'ennemi, détruisez le démon. En gros, si jamais vous pétez un primarque démon, vous allez marquer 5 points. Pour toute autre unité monstre démoniaque, ça sera 3 points. Pour véhicule démon, ça sera 3 points aussi. Et pour chaque unité démon, ça sera 1 point. Donc très facile de marquer sur une liste standard, même sans table raser l'adversaire en 5 tours de jeu, minimum 8 à 12 points, voire plus si celui-ci a des personnages, des monstres et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir pas de pitié, pas de répit, qui est l'assaut téléporté, assez difficile à mettre en place, qui est marquer 3 points de victoire à la fin d'un round de bataille si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites par une figurine chevalier grise armée qui fut placée sur le champ de bataille à l'aide des aptitudes frappe en téléportation, des stratagèmes poussés de téléporteurs ou d'un pouvoir psychique portail d'infinité à ce round.
Le problème, c'est qu'on le voit aujourd'hui, en fait, avec par exemple le secondaire de l'attrition, le fait à la fin d'un round d'avoir tué plus d'unités que son adversaire, certaines listes sont tanky. Et donc, c'est compliqué justement de le faire. Là, en plus de ça, ça veut dire que l'unité doit être détruite par la figurine qui est arrivée en téléportarium. Ça va vous demander d'encore plus réfléchir, de vous faire des nœuds au cerveau en disant, attends, lui, il était là, donc je commence à taper dessus. Si un craquage le sort, le mec qui arrive en téléportarium, lui, il a rien fait. Enfin voilà, c'est régi à des craquages de merde qui vont vous faire vous asseoir sur 3 points sur chaque tour. Et sur chaque round, pardon. Et ça, c'est chiant. Après, c'est quand même faisable parce que justement, vous allez avoir de la mobilité. Là, il parle justement d'unité avec la poussée en téléporteur. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que ça fera partie des stratagèmes que j'aborderai. Mais en fait, maintenant, téléporteur est un mot-clé que vont avoir des unités comme les interceptors ou alors comme justement les armures en Némésis qui payent en plus assez cher pour pouvoir débloquer un stratagème qui, pour 2 PC, vous permettre de justement vous redéployer. C'est cher en points. Ça coûte 2 PC. Par contre, certes, ça vous permet de faire cet objectif secondaire. Le problème, c'est que, encore une fois, quand on voit certaines armées qui ont des objectifs secondaires auto-include, là, ça n'est pas le cas. Hein. Donc, à voir. Et enfin, Art du Warp, qui est un rituel purificateur. Ça, à la limite, c'est pas mal parce que dans cette catégorie-là, vous n'avez pas grand-chose. Même si vous allez avoir l'interrogation psy du centre de table qui va vous octroyer 12 points très facilement. Donc finalement, il va être mis en comparaison avec celui-là et vous allez voir que celui-là va être plus contraignant. En gros, ça va être un rituel qui va passer sur du 5, que vous allez devoir faire sur un objectif. Vous allez pouvoir le faire en même temps sur plusieurs objectifs. Et plus vous allez réussir cette action psychique au même tour sur plus d'objectifs, plus alors vous allez marquer de points. En gros, si jamais 2 unités purifient un objectif sur le même tour, vous allez marquer 2 points. Si une seule, 1 point. Si jamais vous avez 3 unités qui vont le faire sur 3 objectifs, vous allez alors marquer 4 points. Et si jamais vous avez 4 unités, vous allez en marquer 6. En gros, les gars, si jamais vous tentez de marquer les 6 points parce que vous avez 4 unités qui peuvent le faire, mais c'est bien. Mais c'est que vous avez déjà le contrôle de la map, donc vous avez déjà gagné la game. donc franchement, je les trouve compliqués à utiliser. Peut-être que l'avenir me donnera tort et que finalement, au fur et à mesure de les tester, on va se dire « Oui, mais c'est pas mal parce que là, finalement, avec un domaine que j'utiliserai pas ailleurs, je vais mettre tout le temps mes 6-8 points. » Ouais, mais aujourd'hui, en tout cas avec la version 2021, on est capable de le faire pour bien mieux en fait. Et au contraire, justement, on va être capable, grâce à toutes ces unités en téléportarium qui vont compter 110, 120 points, aussi de se dire, c'est pas grave, je vais faire les brouilleurs, c'est pas grave, je vais faire l'action psychique au centre de table et je vais marquer mes 10-12 points. Donc, clairement, par rapport à des codex, encore une fois, qui vont être pétés, on pense au Drukhari, à l'Anmec, tout ça, mais sur leur force intrinsèque, mais qui, à d'autres codex aussi, vont avoir des objectifs secondaires qui vont leur faire marquer des points facilement, là, le GK, il va galérer un petit peu plus, on va dire. On rentre maintenant dans les datasheets, dans le dur du codex. On commence ni plus ni moins, tu as tout seigneur, tout honneur, Kaldor Drago. Moi, j'aime ce gars, il coûte 180 points. Franchement, il est super charismatique, c'est une machine à peindre. Le gars, il a un fluff extraordinaire qui fait qu'il est maudit et qu'il est aspiré dans le warp. Dès qu'il y a une faille, il revient sur les univers connus. Et malheureusement, dès que l'invasion démon s'arrête, il est réaspiré. C'est juste... C'est le maître de chapitre des chevaleries, c'est un des gars les plus badass de tout l'Imperium, voire même de toute la galaxie. Il bouge de 5, normal, il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 7 points de vie, 6 attaques, commandement 9, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 3. Il va avoir comme mot-clé Grenade anti-psy, il est donc éligible à un petit stratagème qui lui permet sur des psys de faire quelques BM. Il connaît 3 sorts en plus du châtiment de la discipline Dominus pour en tenter d'en lancer 2 et d'en abjurer aussi 2. C'est un capitaine maître de chapitre qui fait qu'en passif, les unités bases à 6 pouces de lui vont pouvoir relancer les 1 pour toucher et qu'à la phase de commandement, il va pouvoir choisir une unité et être en full reroll. Et au niveau des autres aptitudes, il va avoir Chevalier Titan, donc toutes les règles Space Marine, la marée, tout ça. Il a perdu à ce percutant puisqu'il est passé à 6 attaques sur son profil. Le gars va quand même faire 6 attaques en 2+, force 8, PA-4, dégâts flat 3. Autant vous dire qu'il est plutôt stable. Le psy, son impact, sa mobilité, en fait il est ultra rentable. Il est juste bien. Après on va voir, il y a d'autres figurines qui le sont et qui sont un petit peu près dans les mêmes coups que lui. Le fait est que c'est Kaldor Drago. Donc franchement, il est cool à 180 points. On passe ensuite à Papa Voldus, donc le grand maître Voldus, qui lui coûte 150 points. Il a un profil qui est assez séduisant, puisque quand on le regarde, il n'est pas tellement loin finalement qu'un Kaldor Drago, il tank un petit peu moins, mais il tape aussi très bien, il a un gros marteau, il n'a pas de malus pour toucher avec, il a une relance D1, donc en plus c'est un grand archiviste, et il a la notion de Capitana, donc c'est génial, il permet de relancer les 1. Lui, il va aussi pouvoir lancer 2 sorts, en dissiper 2, il va pouvoir en connaître 3 justement dans la même discipline, et connaître aussi Châtiment, donc globalement, à 150 points, il est très bon.
Le seul problème, c'est que quand on regarde justement ces mots-clés, eh ben, il est conjurateur. C'est-à-dire que là où Kaldor Drago, finalement, n'avait pas de bonus de confrérie, lui nous en obligeait à en avoir une qui est celle justement des conjurateurs. Et ça fait que, attention, les conjurateurs sont très forts, mais c'est un petit peu dommage parce que ça va restreindre nos choix. Donc si vous voulez jouer conjurateur, vous le jouerez lui à la place de Kaldor Drago et puis vous gagnerez 30 points. Et si vous voulez pas jouer conjurateur, bah, soit vous jouerez un random, soit vous jouerez Kaldor Drago. On passe ensuite au capitaine des chevaliers gris génériques. Ceux-ci s'appellent des grands maîtres. Ils sont à 135 points en slip et on les monte à 150 points quand on veut les rendre un petit peu plus burnés. Là, pour le coup, c'est un sorcier qui pourra lancer uniquement un sort, qui en connaîtra 2 et qui seront justement issus de la discipline Dominus. Il permettra bien évidemment de relancer en zone autour de lui, sur les unités basses de sa confrérie, justement les 1 pour toucher. C'est un profil complètement standard, il a une vulnérable à 4. Pas grand-chose à dire. Personnellement, je joue pas Chevalier Gris pour jouer ce genre de figurines. Soit je vais aller chercher des personnages qui m'inspirent, même dans la vie, genre des Dragos, des Voldus, soit tout simplement ce genre de figurines en personnage. Puisqu'en fait, vous allez voir, mais que le grand maître est jouable justement dans une armure Némésis. Certes, il n'est pas infanterie, mais c'est la représentation de soi sur le champ de bataille. Et ça, c'est ouf. C'est juste la figurine iconique du chapitre, enfin du codex, peut-être même de Warhammer 40 000 pour certains. Il est beau, il est chaud, il est même pas si cher en euros. Il est trop cool. Il coûte 150 points en slip. On peut lui mettre 2 armes de tir. On n'a pas le droit de choisir 2 fois la même. En tout cas, on va avoir accès à l'Expurgator Gatling qui va faire 12 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1. À l'Incinérateur lourd qui va faire à 12 pouces 2d6 touches de force 6, PA-1, dégâts 1. Et bien évidemment au Psychano lourd qui va faire 6 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2. On peut tout faire avec, on peut faire de l'antimasse, on peut vraiment tout faire. Ce qui est assez sympa, c'est en fait de mettre l'Expurgator Gatling et le Psycanon, puisque ce sont 2 armes à psy. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où on va le buffer lui pour augmenter ses dégâts de 1, soit avec les armes à psy, soit avec les armes de corps à corps de type Némésis, automatiquement, toutes ces armes vont en profiter. C'est-à-dire que, en gros, le Psycanon lourd va passer de force 8. Si on a mis le petit stratagème à force 9, PA-3, dégâts flat 3. Et à côté de ça, il va quand même se permettre, le mec, à 24 pouces, de faire 12 tirs de force 6, PA-2, dégâts 2. J'aime ce gars, il est assez cher, parce qu'il est à 150 points, on doit rajouter 15 points pour l'Espadon Némésis, qui vont lui permettre aussi de passer par exemple à 12 attaques, de force 6, PA-2, dégâts 2, ou alors à 6 attaques, de force 10, PA-3, dégâts D6. Ok. C'est une arme Némésis. On va donc avoir, si on s'était buffé au préalable, passer dégâts flat 3, 12 attaques de force 6, PA-2, dégâts flat 3. C'est stylé. Il est donc, comme je disais, à 150 points. On va rajouter par exemple 2 fois 20 points pour justement les armes psy. Donc il va être à 190. On va rajouter 15 points pour la grosse épée qui est juste ici. Il va donc passer à 205. Là où pour le coup, je suis un petit peu déçu. Et ça va être la même chose pour justement la version qui ne sont pas des personnages, c'est-à-dire les cuirassés des choix de soutien, qui sont vraiment pas chers pour le coup. On va pouvoir lui payer le téléporteur. Or, aujourd'hui, la seule chose qu'apporte le téléporteur, c'est l'utilisation d'un stratagème qui, pour 2 putains de PC, ce qui est quand même très cher, va nous permettre justement de se redéployer à 9 pouces de toute figurine ennemie. Donc c'est très fort. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera justement des interceptors. Le fait est que là, il commence à coûter assez cher si on lui met justement le téléporteur et qu'il n'a pas besoin de ça finalement pour avoir l'aptitude de téléportation. Mais c'est un personnage non nommé, c'est-à-dire qu'il est sujet aux toutes les reliques qu'on a vues, il est sujet au trait de seigneur de guerre et il est sujet aussi au stratagème qui lui donne un 2e trait de seigneur de guerre. Vous avez moyen de faire de ce gars soit un totem, soit un putaton, soit les deux. C'est vous sur le champ de bataille. C'est beaucoup trop cool. Moi, je l'ai mis en bleu, mais c'est trop classe comme fig. On passe ensuite à une figurine qui a fait rêver beaucoup de monde quand elle a été révélée justement pour Warhammer Community. Malheureusement, pour l'instant, elle n'est disponible que dans une boîte qui vous oblige à acheter des figurines que vous avez certainement déjà ou à acheter des Thousand Suns. C'est bien évidemment Castellan Crow. Celui-ci coûte que 90 points. Ça en fait un personnage super alléchant. Quand on regarde un petit peu son profil, c'est rigolo parce qu'avant il saturait beaucoup, mais il manquait d'impact parce qu'il n'avait pas beaucoup de PA. Là maintenant, il a tout le gars. Il sature un petit peu moins, mais bordel, qu'est-ce qu'il tape fort. Le gars il bouge de 6, il touche à 2 au corps à corps au tir, force 4, endurance 4, mais il a une arme qui fait plus 1, donc il va être force 5, PA-3, dégâts flat 2, et à chaque 6 pour blesser, il fera D3 blessures mortelles en plus des dégâts normaux. 6 attaques, 5 points de vie, une sauvegarde bien évidemment à 2, une invulnérable à 4. Il peut taper en premier si jamais il y a un personnage dans la mêlée. Si jamais il tape pas en premier et qu'il meurt, il pourra quand même taper derrière. Il peut faire des interventions héroïques jusqu'à 6 pouces. Ça en fait quand même un putain de liste pour 90 points. Derrière, le gars, il va pouvoir lancer malheureusement qu'un seul sort par tour, mais pour moins de 100 points, fallait pas s'attendre à autre chose. Il connaît châtiment, un pouvoir de la discipline Dominus. Donc pour le coup, il offre une belle latitude de jeu. Et en plus de ça, il connaît flamme purificatrice.
Je le rappelle juste tout à l'heure, Flamme Purificatrice, c'est ce qui fait 3 Mortel Cache à 9 pouces de lui. Donc clairement, il est très très bon. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on avait tous peur quand on l'a vu qu'il soit passé Primaris. Ce qui, dans un codex n'y a pas accès, aurait rendu ça complètement con. Ça l'aurait justement exclu du fait d'être intégré par exemple dans des rhinos. Or là, il peut. Donc vraiment, ça en fait un excellent choix au sein des choix de QG. On passe maintenant aux notions de frère capitaine. Il existe la version nommée qui est Stern à 120 points et la version frère capitaine à 110 points, mais finalement, quand elle va être équipée, elle sera aux alentours des 125 points. Petite déception, historiquement c'était des figurines qui doublaient la portée du sort châtiment et donnaient des bonus justement là-dessus. Là maintenant ils ont complètement aseptisé justement ces figurines-là, c'est ni plus ni moins que des lieutenants, ça en fait quand même des bons porteurs d'artefacts et ainsi de suite. Maintenant finalement, est-ce que pour 120 points, il ne faut pas aller chercher un Dreadnought et claquer le petit stratagème qui en font des bulles de relance de 1 à 6 pouces 2 ? À voir, vraiment, pour le coup, il faudra faire des tests. Derrière, quand on regarde, ce sont des mecs qui bougent de 5, ils ont en moyenne, ils ont 5 à 6 patates, justement de force 5, à moins 3, dégâts flat 2, ou alors on peut mettre des marteaux et ainsi de suite. Et ils permettent justement aux unités de leur confrérie à 6 pouces ou moins 2 de relancer les 1 pour blesser. Les deux sont dotés d'une sauvegarde invulnérable à 4, et les deux pourront lancer alors un sort, et connaissent quand même des sorts de la discipline Dominus, donc c'est quand même pas mal. Là où encore une fois votre choix va être aiguillé, c'est le fait que Capitaine Stern, lui, a une confrérie qui lui est propre, c'est celle des conjurateurs, là où pour le coup, le générique est déjà sujet aux traits de seigneur de guerre, aux reliques qu'on a vu tout à l'heure, et aussi justement au fait de choisir sa confrérie. Pour terminer sur les frères capitaines, que ce soit Stern ou l'autre, ils vont avoir accès à un stratagème qui s'appelle Encre Psychique, qui vaut quand même 2 PC, mais qui va permettre en fait justement de donner une aura aux frères capitaines qui justement vont donner aux copains d'à côté +1 pour lancer leur sort. Donc c'est quand même une source de fiabilisateur qui est très forte, puisque pour rappel, tout à l'heure, on en a vu une, mais qui ne touchait qu'aux bénédictions. Là, c'est sur l'intégralité des tests psychiques. On passe ensuite au champion de confrérie. Celui-ci vaut 80 points. Il va bénéficier justement du mot-clé de sa confrérie, là où Castellan Crow ne forçait pas une confrérie, mais n'avait pas les règles de la confrérie. Maintenant, il coûte 80 points versus Castellan Crow qui en compte 90. C'est tous les deux des duellistes, c'est tous les deux des figurines qui peuvent taper en premier quand il y a des personnages à côté, et c'est tous les deux des figurines qui font des interventions héroïques à 6. Vous irez chercher Castellan Crow parce qu'il est nommé, parce qu'il a une épée démon, putain, parce qu'il est plus cool. Voilà, il est 100% charisme. Le gars, il a un nombre de matchs incalculable sur Tinder, je le sais parce que je le croise régulièrement. Franchement, Castellan Crow est tout dessus, quoi. On passe ensuite à l'archiviste de confrérie. C'est tout simplement un archiviste. Et on pourrait s'interroger en fait justement de sa légitimité dans une armée où en fait quasiment déjà l'intégralité des entrées sont des sorciers. Là, il vaut 105 points en slip. Malheureusement, il n'est pas équipable justement d'un réacteur dorsal. C'est un petit peu dommage. Il est à 105 points. On va pouvoir l'équiper d'un marteau pour qu'il puisse cogner un petit peu même s'il n'a que 4 attaques. Donc en fait, limite, on a envie de le prendre dans une version low cost pour le payer 110 points max. Là où pour le coup il est quand même intéressant, déjà c'est qu'il va pouvoir lancer 2 sorts, en connaître 2 en plus de châtiment, issus de Dominus et de la discipline séraphique. Donc lui il a une attitude de jeu que les autres personnages par exemple n'ont pas. Et en plus de ça, comme celui-ci est équipé d'un sceptre de force, on se souvient tout à l'heure, il est éligible au fait de porter la relique qui donne un malus à 18 pouces. Et qu'en plus de ça, il est aussi justement éligible au fait d'être porteur de l'artefact qui fait qu'à chaque sort qu'on va faire à 9 pouces de lui, il fera un péril du warp. Donc pour le coup, voilà, je trouve que, alors qu'avant, on se posait même pas la question, c'était une entrée du codex et on ne jouait pas, là, ils ont réussi à intégrer justement quelques petites règles qui ajoutent de la saveur et qui font se poser une question sur si oui ou non on intègre justement un archiviste au sein de sa liste. On passe ensuite au Tech Marine, il coûte 80 points, donc ça en fait un des QG les moins chers avec les figurines qu'on a vues tout à l'heure. Il permet bien évidemment de réparer les véhicules, mais il faut quand même noter qu'on est sur un Tech Marine qui est sorcier. Et je crois que c'est le seul de tous les profils de Tech Marine qui peut l'être. Donc à la limite, franchement, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir le chapelain, qu'un seul chapelain potentiel, c'est le chapelain de confrérie qui est en armure Terminator. Il y a une figurine exclusive complètement dingue justement qui permet d'avoir cette figurine-là. Il vaut 110 points. On l'a vu tout à l'heure, les litanies sont bonnes. Est-ce qu'elles sont suffisamment bonnes pour être auto-include ? À voir. On choisira à mon avis soit d'aller chercher des sorts de buff en sorcier pour les combos justement qu'on a vu tout à l'heure, justement sur les psy-canons, le fait de relancer les charges et ainsi de suite. Ou alors de jouer avec les marées de fiabilisateur par rapport à ça. À voir comment est-ce que ça s'articule dans une liste. Le fait est qu'il est là, 110 points, et que celui-ci, contrairement, c'est là où c'est un petit peu dommage de Tech Marine, il n'est pas sorcier. Ce qui est un petit peu normal quand même pour un chapelain, j'y pense à voix haute. Mais bon, un mécano qui fait du psy, ça choque personne, alors qu'un chapelain, c'est non. On a fait le tour des choix de QG. Je trouve que c'est génial. On va avoir d'un côté des personnages charismatiques qui sont des personnages nommés. On va avoir des personnages
on va dire, qui coûtent aux alentours de 110-125 points, qui vont potentiellement faire le taf. On va avoir justement des personnages sur lesquels on va parfaitement s'identifier sur le champ de bataille avec des armures Nemesis qui sont ultra badass. Je rappelle, attention, que c'est un seul par détachement, puisque maintenant on est sujet à la hiérarchie au sein justement du chapitre des Chevaliers Gris. Et on a aussi accès à un petit stratagème qui est que si son seigneur de guerre est sur le champ de bataille, on va être capable de faire une frappe orbitale psychique qui fait qu'on va choisir un point du champ de bataille. Et si au début de son prochain tour, donc il faut que l'adversaire le voit, à la limite, vous attendez que votre adversaire soit aux toilettes pour pouvoir justement dire « Ah, mais j'ai fait ça, comme ça, tu le savais pas ». Voilà. Et derrière, vous allez quand même balancer pas mal de blessures mortelles sur un point du champ de bataille. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait un stratagème qui permettait de le faire. À la limite, vous pouvez le mettre au centre d'un objectif si jamais il y a un objectif qui, justement, est plus important que les autres. À la limite, pourquoi pas. On enchaîne ensuite avec les choix de troupes. Et on va commencer par les escouades de Terminator de confrérie. C'est donc des choix de Terminator en troupes, donc super OP. Donc, c'est plutôt pas mal. On est à 42 points pièces équipées, jouables de 5 à 10. On est bien évidemment passé de 2 à 3 points de vie, ça fait plaisir. On est à 3 attaques par tête de pipe. Là où les paladins, eux, vont pouvoir justement passer directement à 4 attaques, mais rester à 3 points de vie et vont être un petit peu plus chers. La particularité aussi, c'est que là, on va pouvoir, par tranche de 5 figurines, avoir une arme de tir spécialisée, là où les paladins, eux, pourront en avoir 2. Sinon, au corps à corps, vous allez pouvoir les équiper comme vous voulez. Vous allez pouvoir, justement, pour le même prix, les équiper soit justement en glaive, c'est-à-dire en falchion, pour avoir une attaque supplémentaire, mais rester force utilisateur et surtout dégâts 1, ou alors les jouer avec les armes Nemesis qu'on connaît, pour tout simplement passer dégâts 2, force 5 ou force 6, PA-3 ou PA-2. Bref. Franchement, des Terminators qui sont très séduisants par rapport à ça. C'est aussi des sorciers, ils connaissent le sort, ils peuvent lancer un sort, connaissent châtiment et aussi connaissent point d'acier, comme pour le coup les strikes qu'on va voir juste après. Donc pour rappel, un sort qui quand il passe, et on peut le lancer sur plusieurs unités, sauf qu'il faut incrémenter la difficulté de 1, les jets de blessure. Pour parler un petit peu des synergies maintenant possibles pour les Terminators, soit par 5, soit par 10, on l'a dit tout à l'heure, pour 2 PC, ils ne seront blessés que sur du 15-5-6 quand ils sont 5. Si jamais ils sont plus de 5, malheureusement, ça sera 3 PC pour le Transhuman, donc c'est assez cher. Ils ont le mot-clé Terminator, ils vont donc bénéficier de la discipline du bolter tout le temps, et ils ont un stratagème qui leur est propre, puisque quand ils sont au corps à corps, ils peuvent avoir +1 pour toucher. Donc, quand même, par 5, ça va faire 16 attaques qui vont toucher à 2+. Ils ont bien évidemment le mot-clé base. Ils sont aussi psycheurs. Ils sont donc sujets à tous les stratagèmes qu'on a vus tout à l'heure pour balancer plus fort des sorts ou ainsi de suite. Donc, c'est quand même une bonne entrée de troupes. On enchaîne ensuite avec le deuxième choix de troupes. C'est bien évidemment les squads d'incursion, ce qu'on a appelé avant les strike teams. Là, pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on attendait la V9isation justement de ce bouquin. C'est le fait que tout comme les Terminators qui sont passés de 2 à 3 PV, là, ils sont passés de 1 à 2 points de vie. Et ça fait complètement sens. On va être à 22 points le Space Marine. On est donc sur un tarif similaire, on va dire, d'un Primaris. Et derrière, c'est génial. Derrière, c'est génial. On bouge de 6, on touche à 3 au corps à corps, au 3 au tir, force 4, endurance 4, 2 points de vie, 3 attaques, puisque finalement l'assaut percutant est intégré à leur profil. Commandement de 7, 8 sur le chef et une sauvegarde à 3+. Au niveau des aptitudes, on a Chevalier Titan, on est donc sujet à la marée et à tout ce qui fait qu'on est Space Marine, escouade de combat bien évidemment, et nativement frappe en téléportarium. Donc n'importe laquelle de ces unités, hormis les véhicules, peut être en FEP. C'est juste trop bien. Ce sont aussi bien évidemment des sorciers. Ils vont donc pouvoir, eux, lancer un sort, connaître châtiment. Donc à 18 pouces, faire des 3 blessures mortelles sur du 5. Et derrière, connaître point d'acier. Donc pareil que les Terminators, pouvoir tout simplement relancer leur jet de blessures ratées. Au niveau du choix d'équipement, au corps à corps, ils peuvent être équipés, pareil, comme ils veulent. Épée ou alors hallebarde. Aujourd'hui, à voir comment est-ce que justement va vers la méta. Mais je pense que de toute façon, les falchions, on les verra plus. On verra tout à l'heure qu'il va exister aussi justement des espèces de totems qui vont vous permettre de gagner plus une attaque tout le temps. C'est un discours qu'on va appliquer sur quasiment toutes les unités bases, Terminator, les escouades de paladins, peut-être même lui qui pourrait gagner une attaque potentielle, ou alors aussi justement les paladins. Mais je pense que la force 6 PA-2, dégâts 2, va vraiment être super intéressante pour blesser tout simplement à 3+ reroll quasiment tout, et en termes de stats, comme je disais tout à l'heure, on est quasiment à 89% de blessures. C'est vraiment séduisant quoi. Par 5, c'est bien, à 110 points, ou alors par 10, à 220 points, 230 si on veut équiper justement le chef d'un marteau pour faire 4 patates de force 8. Franchement, c'est génial. Je trouve que c'est super cool. On va avoir envie d'en jouer, on va en mettre plein dans sa liste, on va avoir des listes qui vont tourner qu'autour de ça, c'est-à-dire qu'on va faire limite des listes avec 3 unités en FEP, 3 unités sur le champ de bataille en Rhino, avec justement des Nemesis à côté. Enfin franchement, c'est juste des bons choix de troupes, super OP nativement, tout comme les Terminators. On se souvient aussi que, je parle de super OP, qu'on a justement un trait de seigneur de guerre qui va permettre en plus de ces gars-là de dire toi les paladins, pour le reste de la table qui ne serait pas super OP, tu passes super OP. Bref, franchement, c'est quand même une super unité. Je suis très content qu'ils aient rendu ça OP.
Maintenant, attention quand même, là où pour le coup c'est pas cool, c'est que c'est Game Workshop, c'est qu'à la dernière édition, tout le monde les avait assemblés en double Falchion. Avec justement leur augmentation de coût en points des Chapter Approve, on a eu envie de casser leurs petites mains, et bah là c'est encore plus vrai. Donc c'est pour moi la seule déance, c'est plus la partie modéliste, de devoir casser les figurines qu'on avait assemblées pour qu'elles soient fortes dans une édition. Bah là il faut retravailler, et en plus de ça on est sur des kits qui sont quand même relativement vieillissants. C'est flatteur parce qu'il y a des ornements, mais le plastique est quand même un petit peu lisse, un petit peu chum. Donc voilà, c'est facile à peindre, mais vous attendez pas non plus avec des méthodes de base à avoir autre chose que du waouh de loin. On passe ensuite au choix d'élite. On commence par l'apothicaire. L'apothicaire qui vaut 100 points en slip, le même prix que le doyen, donc c'est peut-être des figurines qui vont pas avoir le même usage, mais qu'on va mettre en comparaison par rapport au fait ou pas de rentrer dans une liste. Là, pour le coup, on est sur un apothicaire relativement standard, si ce n'est que tout comme le Tech Marine, il est passé sorcier. Donc ça, pour le coup, on aime. En plus, il a accès à la discipline Dominus, donc c'est vraiment cool. Derrière, lui, il va pouvoir avoir une sauvegarde invulnérable à 5. Il va pouvoir, à 3 pouces de lui, donner sur les unités d'infanterie un fil no pain insensible à la douleur à 6. Et aussi de pouvoir soigner les personnages de D3 PV perdu. Il est aussi et surtout justement éligible à un stratagème qui lui permet de relever une figurine. Et on le verra tout à l'heure, mais quand on a des figurines, notamment justement des paladins qui peuvent coûter plus de 50 ou 60 points, c'est toujours appréciable de pouvoir le relever. Vous le claquez une fois par tour, c'est-à-dire 2 tours, 2 PC, vous avez relevé 100 points de figurine. Il a été rentabilisé, papa. Maintenant, est-ce qu'il va rentrer dans une liste ? C'est là où justement on va se poser la question. On va donc le mettre directement en opposition avec le doyen de confrérie qui est un porteur justement d'étendard qui permet avec son petit étendard d'ajouter +1 à la caractéristique de commandement et +1 attaque aux figurines infanterie base de sa confrérie. Et qui en plus d'être un doyen de base est un sorcier. Donc clairement c'est des figurines qui sont chouettes parce que c'est assez intéressant parce que alors que dans beaucoup de codex on s'interroge sur le fait de les jouer, alors qu'ils sont quasiment au même point, en général ils ont une petite règle en plus, diminuer les dégâts de 1 quand on joue chez les Dark Angel et ainsi de suite, mais là, ils sont juste sorciers. Et finalement, quand on les met en opposition avec d'autres figurines qui vont coûter le même point, eux, en plus de ça, vont être capables de faire un châtiment ou un sort, justement, de la discipline Dominus. Donc finalement, si on n'a pas envie de se prendre la tête et de les jouer en stand-alone, justement, avec une escouade coup de poing qui va faible, on peut aussi très bien se dire que finalement, ça sera eux, le sorcier, qui va être chargé justement de changer la marée. Pourquoi pas à la limite? Au contraire, de buffer l'unité avec un sort Dominus qui sera à côté. Faut quand même imaginer que le gars, tout seul, avec sa bannière et son cerveau psy, je vais dire autre chose, il va être capable d'accompagner une unité et de dire, écoute, toi tu gagnes +1 attaque et en plus tu gagnes +1 dégât sur tes armes, avec justement la bénédiction empyréenne qu'on a vu tout à l'heure qui passe certes sur du 7, mais quand même. On reste dans les élites et on va passer justement aux escouades de paladins, jouables de 3 à 10, donc on a littéralement moyen de se faire soit une escouade de 3, soit une escouade de putain de Death Star. On est à 47 points pièce en slip, on va les mettre en opposition pour le coup avec les Terminators, puisque avant les paladins étaient meilleurs que les Terminators, puisque les Terminators étaient à 2 PV, les paladins 3. Or maintenant, ils partagent le même profil, si ce n'est que les paladins ont +1 attaque. Donc globalement, on va tronquer une figurine qui est super OP, donc de Terminator, qui elle va être à 42 points, versus un paladin à 47. Pour 5 points supplémentaires, vous perdez le super OP, mais vous gagnez une attaque. Et en plus de ça, vous gagnez par tranche de 5 figurines une arme spé au tir. Et surtout, vous êtes psycheur, certes de niveau 1, mais vous connaissez 2 sorts de la discipline séraphique. Et pour le coup, souvenez-vous, mais les Terminators n'avaient pas le choix que de prendre point d'acier. Clairement, si vous le jouez à côté d'un seigneur de guerre qui est capable de rendre une unité base infanterie super OP, vous jouerez les paladins. Sinon, peut-être que vous jouerez les Terminators et je suis même pas sûr. Déjà parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils ont un petit bouclier sur le pec et que je trouve ça stylé. Et qu'en plus de ça, ils ont accès à un stratagème qui leur permet de changer le sort du domaine séraphique en partie. Mais juste les gars, vous avez vu en fait tous les sorts en domaine séraphique que vous aviez tout à l'heure. Vous pouvez vous buffer au niveau des dégâts, vous pouvez vous bouffer au niveau du tanking, vous pouvez tout faire. Ces mecs-là sont des putains de tons et limite ils sont autonomes. Et à 47 points de pièce, on n'envie même pas spécialement les Terminators ou les Terminators chaotiques qu'il y a dans d'autres codex. Donc vraiment, en opposition avec les Terminators, c'est pas les 5 points d'écart qui vont faire la différence, c'est le fait de vouloir être ou non super OP. On enchaîne ensuite avec clairement une des pépites, on va dire, de ce codex, c'est l'escouade de Purificator. En gros, par tranche de 5 figurines, vous allez avoir 2 armes spé. On pense par exemple à l'incinérator qui est D6 touche de force 6 PA-1 dégâts 1. Là où pour le coup, les escouades de Purificator vont sur la lecture des listes adverses et des nôtres, un petit peu un levier à l'échelle de puissance de la liste adverse, puisque en gros, ils ont accès justement au sort Flamme Purificatrice. Pour rappel, Flamme Purificatrice, c'est un sort du domaine séraphique qui peut être lancé plusieurs fois, mais va s'incrémenter de 1 puisqu'il est du domaine séraphique. Et
est à 9 pouces va faire 3 mortels cash. Si on est à côté du bon seigneur de guerre, passera à 4 mortels cash. Eux, en plus de ça, vont avoir une aptitude qui est flamme purgatrice, qui fait qu'ils vont avoir +1 quand ils tentent de lancer ce sort. Pour clôturer sur les purificateurs, on va avoir deux choses. Déjà, ils vont avoir un stratagème qui vont leur permettre de diminuer les dégâts subis de 1. Et tant qu'il reste un point de vie, une figurine dans une escouade, il est capable de vous faire 3 mortels cash, voire 4 s'il est à côté du seigneur de guerre. En plus de ça, on l'a vu tout à l'heure, mais par tranche de 5 figurines, ils vont être capables d'avoir 2 armes spé. C'est-à-dire que par 10, ils vont avoir 4 armes spé, soit 4 potentiels incinérateurs, que derrière, ils ont la règle escouade de combat, et que ça veut dire que si au début de la game, on en joue par exemple 3 x 10, on va avoir tout simplement 3 fois 4 d 6 touches de force 6 PA-1 dégâts 1 et surtout 6 sources de flamme infernale. Et là, on se dit que putain, ça rigole absolument pas. Certes, on n'arrivera pas à tout synergiser ou à mettre tout à portée au même tour, mais au moins on va justement pouvoir séquencer ce qui arrive d'effet, à savoir peut-être que ce qui sera sur table ou en rhino, bah justement, ça sera les escouades qui vont devoir arriver à 9 pour pouvoir justement faire des proto-psychiques, et que tout ce qui va arriver en faible, à 12 pouces, fera 4 d 6 touches. C'est juste ultra fort. On est à 23 points pièce, donc on n'est pas tellement plus cher finalement que les squads de troupes de base, même si en effet, on n'a pas le super OP. On enchaîne ensuite avec le doyen paladin. C'est une version similaire au doyen qu'on a vu avant, si ce n'est qu'il coûte 10 points supplémentaires, il est donc à 110 points. La particularité, c'est qu'il va avoir la bannière du chapitre, qui fait qu'il va pouvoir donner +1 pour toucher aux figurines base GK. Sa particularité, c'est qu'il va avoir l'aptitude bannière de chapitre, qui fait qu'à votre phase de commandement, on va pouvoir choisir une unité base amie à 6 pouces ou moins de cette figurine, et lui donner +1 pour toucher en mêlée. Donc il est meilleur en tout point pour 10 points de plus. Le problème, c'est surtout que lui, sa bannière qui donne plus une attaque ne cible que les infanteries paladins base. Et donc c'est dommage, parce qu'en fait, alors, soit vous savez que vous allez jouer avec des paladins, il est meilleur en tout point, et finalement, bah, vous allez dire +1 pour toucher et plus une attaque à mes paladins, soit bah, vous allez jouer l'autre, parce que l'autre pourra buffer quasiment n'importe qui. Continuant les élites avec les servitors, on est à 30 points les 4 figurines, ce qui en fait clairement, par rapport au fait qu'en plus on est sur un codex qui coûte un petit peu cher en termes d'élite, bah, justement, l'unité la moins chère du codex. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont quand même la règle confrérie. Bien évidemment, ce ne sont pas des serviteurs psycheurs comme on a pu le voir justement pour les autres types de profils. Le fait est que pour 30 points, bah, ça permet de faire des actions, ça permet de prendre des objectifs, ça permet justement de faire des bulles de repoussoir à 9 pouces et pourquoi pas de contrebalancer le fait qu'on va peut-être vouloir jouer soit du MSU, soit des grosses escouades qu'on splittera en escouades de combat pour multiplier ses sources de psy. Voilà, en tout cas pour 30 points, c'est marrant, mais c'est plutôt le fait qu'on va les mettre en comparaison avec le fait de mettre des améliorations comme le redéploiement au sein de sa liste. On enchaîne ensuite avec les 2 Dreadnought. Bon, les figurines commencent à être très très vieillissantes par rapport justement à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'univers de Warhammer 40 000. Là, les Dreadnought, on en a 2 types. Le Vénérable à 145 points de base, le Dreadnought de base à 130 points. On est sur quelque chose qui a été complètement V9isé, c'est-à-dire qui diminue les dégâts de 1. Ce sont des Dreadnought, attention, qui n'ont pas tellement de latitude de jeu au niveau justement de leur choix d'équipement, mais qui par contre sont bien évidemment psycheurs. Attention, ça a changé pour le joueur historique. Il n'est plus question ici de faire justement des Dreadnought qui tirent à travers les murs avec des Wallachs. Eux, on leur sort justement de la discipline séraphique qui leur est liée, à savoir l'armure résiliente, qui, je le rappelle, va leur permettre d'avoir +1 à leur sauvegarde. Ce sont parmi les seuls véhicules à avoir l'aptitude Chevalier Titan et donc accès au marais. Ça veut dire quand même qu'il faut imaginer que derrière, vous allez avoir des véhicules Dreadnought qui diminuent les dégâts de 1, qui vont être capables de s'auto-buffer avec les sorts, passant donc leur sauvegarde de 3 à 2. Et comme ils bénéficient de la marée, si on leur tire dessus à plus de 12 pouces, ils sont en sauvegarde à 1+. On va avoir le Dreadnought Vénérable qui est justement, comme je disais, 15 points plus cher, qui a +1 pour toucher par rapport à son copain et qui en plus de ça va avoir un insensible à la douleur à 6. Le fait est que ça en fait quand même des Dreadnought backline qui peuvent être assez séduisants en lance-missile multiméta, même s'ils sont un petit peu chers, ou alors justement en version low cost avec une arme de corps à corps et une arme de tir. On passe ensuite au niveau des choix d'attaque rapide. Bien évidemment, on retrouve l'escouade d'Interceptor, une des escouades iconiques en tout cas en termes de jeu des Chevaliers Gris. On est à 23 points pièce, donc à peine un point de plus qu'un strike. On bouge de 12. On a le mot-clé nativement téléporteur. Ils ont un petit peu perdu de leur superbe à cause malheureusement de l'aptitude téléporteur personnelle, puisque historiquement ils pouvaient justement être déplacés n'importe où sur le champ de bataille une fois par game. Là maintenant c'est simplement qu'ils vont se déplacer à travers tout sans les considérer. Là où pour le coup déjà ça fait chier, c'est qu'il y a une erreur de traduction, puisque en gros ils expliquent qu'à chaque fois que cette figurine effectue un mouvement normal, advance ou en retraite, ces figurines peuvent se déplacer par-dessus les autres figurines et leur socle comme si elles n'étaient pas là, et elles peuvent être placées à portée d'engagement des figurines ennemies. On se dit what?
Et juste derrière, on lit la phrase, la suite de la phrase, et cependant, ces figurines ne peuvent pas terminer ce mouvement au-dessus d'une autre figurine, ni apporter d'engagement d'une figurine ennemie. Donc déjà, problème de traduction, ça fait chier. Mais ça, à la limite, c'est rien, parce qu'on comprend que de toute façon, on ne peut pas se servir de ce mouvement pour rentrer à moins d'un pouce d'une figurine ennemie. Derrière, on est éligible à un stratagème parce qu'on a le mot-clé téléporteur qui vaut 2 PC maintenant, qui permet d'être replacé à la fin de la même phase à 9 pouces de toute figurine ennemie. Maintenant, c'est 2 PC, c'est cher. Et en plus de ça, on peut le faire qu'une seule fois maintenant par unité. Mais ça, à la limite, c'est OK. On va aussi avoir le fait de pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, désengager et tirer normalement. Derrière, ce qui est intéressant comme d'hab, c'est que ce sont bien évidemment des psycheurs, ils vont donc pouvoir lancer un châtiment, et eux, ils vont avoir le sort obligatoire, punition éthérique, qui, pour rappel, leur permet à leur phase de psy, donc déjà à leur phase de mouvement d'avoir fait 12 pouces, à leur phase de psy de rebouger, donc de refaire 12 pouces. Les mecs auraient fait, je ne vais pas m'avancer, hein, j'ai vérifié avant avec une calculette, 24 pouces de mouvement. Ils ont certes perdu leur téléporteur, et ils peuvent quand même bouger de 24 et tirer. Malheureusement, ils ne pourront pas charger après, c'est vrai. Mais le fait est quand même que, encore une fois, c'est un sort de domaine séraphique, c'est-à-dire que vous avez 2 escouades, les 2 peuvent le faire, donc vous allez faire 24 pouces, balancer 80 tirs tour 1. On a perdu l'alpha strike de corps à corps, mais en termes de saturation, il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent le faire, ça. Parce que là, finalement, on le fait avec une escouade, ça passe sur du 6, c'est-à-dire que sur un sort qui va passer quasiment à chaque fois, on va, faire 40 tirs. Si on a une deuxième escouade, on va monter à 80 tirs et ça passera sur du 7. Et si jamais on veut le faire avec une troisième escouade, bon, c'est mononeurones, les compétiteurs ne le feront pas et ainsi de suite, parce que c'est un peu too much. Le fait est quand même que vous le faites avec 3 escouades, c'est quand même tout dans ta gueule. C'est complètement con, mais derrière, non seulement... Alors là, vous n'allez pas pouvoir charger avec les 30 figurines, mais les mecs, ça lui fait quand même 60 PV de Space Marine à gérer. Vous êtes, attention, à 690 points. Enfin, il y a quand même des trucs à base de pression dans ta gueule qui sont assez rigolos à jouer, quoi. On passe maintenant au soutien, on va parler des escouades de Purgator. Les escouades de Purgator, il va le même coup en point qu'un Marines GK de base, c'est-à-dire 22 points pièce. Derrière, leur particularité, c'est que jusqu'à 4 figurines peuvent avoir justement des armes spé. Donc 4 psycanons, 4 expurgateurs, quand même, on va faire 24 tirs d'expurgateur, ou alors aussi tout simplement 4 incinérateurs pour faire 4 D6 touches de force 6, PA-1, dégâts 1. Derrière, ils sont sujets à un stratagème qui, quand ils sont à mi-portée, leur permet d'avoir +1 pour blesser. Peut-être difficilement utilisable, mais si on les met en faible et qu'on est avec nos psycanons, on commence à être force 7 ou force 8, on l'a vu tout à l'heure, et derrière, on va avoir +1 pour blesser. Donc pareil, on va faire pas mal de dégâts, potentiellement flat 3 direct, et d'une meilleure force, et +1 pour blesser. Donc ça commence à pas tellement rigoler quand même. Et eux connaissent le sort aussi visée astrale de la discipline séraphique, qui va leur permettre, pour rappel, de faire un jet de reroll de touche quand ils tirent, et aussi bien évidemment d'ignorer tous les couverts. On passe ensuite au cuirassé Némésis. Pour le coup, ils sont vraiment bien, déjà parce que c'est une figurine iconique des Chevaliers Gris, qu'on a envie de les jouer, comme pour leur grand frère tout à l'heure qui étaient les personnages dedans. Là, 120 points en slip, équipés justement de 2 points cuirassiers. On va aussi pouvoir justement les équiper de 2 armes, sans pour autant faire de doublons. On rappelle tout à l'heure qu'on peut buffer les armes à Némésis et les armes justement à psy, que l'expurgateur Gatling est une arme à psy, donc on a moyen de passer les armes à psy, force 5, PA-1, dégâts 2, ni plus ni moins qu'un bolter lourd, sauf qu'on va faire 12 tirs. Et pareil pour le psy canon, de fait force 8, voire force 9 avec le stratagème, PA-3, dégâts flat 3. C'est bien. C'est bien, on est à 170 points avec justement l'espadon Némésis, et tout comme son copain tout à l'heure, tout comme en fait le personnage nommé, on va être capable de faire 10 patates de force 6, PA-2, dégâts 2. C'est une arme Némésis, donc on peut le passer dégâts 3, enfin voilà. Toutes les synergies qu'on a vues tout à l'heure, ça en fait une super unité. On n'est pas considéré comme étant un Dreadnought, c'est-à-dire que même si on est véhicule, on est base, mais on n'a pas la diminution des dégâts de 1, mais à la place, on a une sauvegarde invulnérable à 4+. On connaît le sort châtiment et point d'acier. On va donc pouvoir relancer les jets de blessure au corps à corps, c'est-à-dire en toute autonomie. Les 5 patates, on va être en 3+. C'est franchement une bonne unité qui peut tanker quand même pas mal. Certes, on est sur un palier dégressif. Même si on touche toujours pareil au corps à corps, on descendra à 3 attaques si on n'a plus beaucoup de points de vie. Maintenant, on a un sorcier. On va toujours pouvoir lancer son petit châtiment. Au pire, l'adversaire s'y attend pas, on va être capable de synergiser avec tous les stratagèmes qu'on a déjà vus. On a un stratagème aussi quand on a le mot-clé cuirassé qui nous permet de faire une charge d'impact, c'est-à-dire à partir du moment où on charge une unité, de jeter un dé et sur un 2+, de pouvoir faire des 3 blessures mortelles. C'est toujours ça de prix. Ça veut potentiellement dire, on arrive, on fait toi, châtiment, des 3 mortels dans ta gueule, ensuite charge, des 3 mortels dans ta gueule, et ensuite 5 patates de force 10, PA-3, dégâts des 6.
Oh, ça, on discute un peu avec ces gens-là. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Par rapport au ratio létalité, coup en point, tanking, c'est franchement bon. On peut en mettre un dans sa liste en plus justement du choix de QG. On peut en mettre deux, on peut en mettre trois. Ça nous ruine pas complètement en coup en point et c'est des menaces que l'adversaire va devoir gérer. Le seul problème, entre guillemets, c'est que derrière, c'est des figurines qui ne coûtent que pour un sur un objectif. On continue dans les soutiens et on va faire une passe très rapidement en fait sur le Land Raider Crusader et le Land Raider Redeemer. Pas de changement ici principal, si ce n'est que ils vont avoir le mot-clé maintenant écran de fumée qui leur permet d'utiliser le stratagème. Ils ont vu leur coût en points relativement diminuer en fait, ou en tout cas pas augmenter avec cette version-là, ou en tout cas dans le moment qu'on est. Maintenant, si on regarde leurs aptitudes, ils ne bénéficient absolument de rien. Ils n'ont pas la marée, ils n'ont rien, ils ne sont pas sorciers, encore heureux. Le seul truc qu'ils ont, c'est le mot-clé de faction confrérie. Le truc, c'est que quand on regarde justement les mots-clés de faction confrérie et les stratagèmes que ça débloque, c'est souvent en fait soit il faut être psycheur, soit personnage, soit base. Et finalement, en fait, les seules choses qu'on va pouvoir faire, c'est faire des interventions héroïques avec un stratagème ou alors faire des extra attaques sur du 6 pour toucher. Donc clairement, c'est pour moi déjà le fait que c'est pas méta parce que finalement, ça n'est pas base, donc ça ne relance pas. Donc déjà, il n'y a pas de fiabilisation possible. Que chez les GK, je pense qu'on a mieux aussi bien en termes de backline que justement d'unité de projection. Et que par rapport à leur coût en points, leur volume de tir / tankiness trouve mieux à côté. Donc, si jamais vous voulez vous faire plaisir avec un Land Raider, vous pouvez, tant mieux. À la limite, là où pour le coup, on va peut-être dire qu'il y a plus de débat, c'est sur la notion de rhino. Puisque pour le coup, on va peut-être avoir envie d'avoir des chaussons pour déjà protéger les figurines, enfin pour protéger les 51% qui doivent être sur table au début de la game, que c'est toujours bien finalement de pouvoir comboter avec des rhinos pour charger une unité, la loquer, résultat l'autre, justement derrière peut être protégé pour rester un tour de plus et balancer un prout psychique. Donc je trouve que les rhinos font sens par rapport au GK. Il n'y a de toute façon pas de primaris au sein de ce codex, ça veut dire que tout est embarquable aussi bien dans les Land Raiders qu'au niveau des rhinos. Au niveau ensuite des volants, rien à dire de plus. Malheureusement pour moi, ce qui fait qu'avant ils étaient jouables en GK et ils ne le sont plus, c'est qu'en fait ils n'ont pas accès à la règle des titans qui leur donnait aussi accès à la marée, qui leur donnait aussi accès au tour où justement ils étaient à couvert, d'avoir potentiellement un bon tanking, c'est-à-dire une sauvegarde à 2 et ainsi de suite. Donc à voir, le Stormraven est à 315 points, ce qui est une plateforme de tir. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. Pareil en fait pour les escorteurs qui coûtent moins de 200 points. Mais pour moi, c'est plus un problème de méta que d'équilibre réel au sein de ce codex. On a fait le tour de la lecture et de l'analyse de ce codex fraîchement sorti des Chevaliers Gris. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont cool, beaucoup de synergies qui sont des synergies basées sur le psy, sur les litanies, qui fait qu'on va pouvoir faire des combos qui vont tâcher avec des armes à psy-canon, force 9, dégâts flat 3, des choses qui vont être assez cool au corps à corps, où n'importe quel petit GK, il va pouvoir, comme à l'époque, des armes de force pour les plus vieux d'entre nous, où on se souvient que dès qu'on lançait son dé, on disait « j'active mon arme de force », et on le faisait le... C'est un peu ça le bruit, dans ma tête, ce que ferait une arme de force quand je l'active, et qui derrière faisait de la mort instantanée. Là, le fait de se dire que n'importe quel petit bonhomme de sang armé, il est dégâts flat 3 au corps à corps, c'est jouissif. Maintenant, encore une fois, à la première lecture de ce bouquin, on n'est pas non plus sur l'échelle de violence et de la complexité de lecture d'un Drukhari ou de l'Admech, mais on est sur justement un codex qui est normal en termes d'échelle de puissance, ce qu'il doit être justement dans cette V9, aussi bien pour prendre du plaisir quand on joue et pour pas non plus trop frustrer son adversaire. On a quand même des leviers de frustration qui vont être justement le nombre de mortels qu'on va être capable de sortir, le nombre de PV qu'on va être capable, vous l'avez vu tout à l'heure avec le combo que je vous ai présenté. Donc on a perdu un petit peu en latitude d'Alpha Strike, mais on va quand même pouvoir la maintenir. Ça sera plus de tirs que de corps à corps à la rare qu'avant, on pouvait tout faire craquer et directement y aller. On a gardé cette latitude de redéploiement pour les unités justement avec des réacteurs pour pouvoir pour 2 PC les replacer au sein de la game, même si ce sera qu'une seule fois par game. Donc voilà, on est sur un codex qui a des leviers de frustration sur les blessures mortelles, qui n'est pas au niveau de la puissance aussi débile que d'autres, donc clairement on est sur ce que doit être un codex avec des forces et des faiblesses au sein de cette V9. En tout cas, j'espère clairement que vous avez aimé cette petite lecture et analyse du codex de chasseurs de démons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter, à partager la vidéo. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Si vous êtes déjà tipeur, vérifiez que vous l'êtes toujours. Et moi je vous dis à plus les Wargamers.